C'est-à-dire que là, je ne veux pas faire une litanie trop longue sur le mot hacker, mais simplement, si tu veux, au-delà du hacker, où on en a l'image du mec qui cherche simplement à péter une sécurité, en réalité, le hacker, c'est aussi celui qui essaye en permanence, qui tente, jusqu'au moment où il va trouver une faille, il va trouver un truc, et en fait, il va l'exploiter. Ensuite, qu'est-ce qu'il va en faire ? Ça va dépendre des gens. Mais en fait, dans une vie professionnelle, il faut qu'on soit des hackers. L'erreur qui est souvent faite par les agences, c'est de signer des clients qui vont certes payer pendant 6 mois, donc c'est cool, sauf que c'est totalement trop ambitieux. Genre, bonjour, je viens de monter mon site de serrurerie et je voudrais être promis sur le mot Serrurier Paris en 3 mois. Bah non, garçon, en fait, c'est juste pas possible, en fait. Personne ne te fera jamais ça, à moins que tu aies 100 000 euros à allouer à ce projet. Et là, en 6 mois, il y a peut-être quelque chose à faire. Nous sommes riches des personnes que nous rencontrons. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Dallot. Je suis cofondateur de Novlini, un cabinet fondé par un trio d'étudiants entrepreneurs hyperactifs, pionniers de la stratégie digitale nouvelle génération. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Gross Up. Et Gross Up, c'est quoi ? C'est pour tous ceux qui sont jeunes, comme nous, ou pour tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps de faire la rencontre qui va changer leur vie. C'est une occasion de grandir avec nous via l'échange avec des personnalités atypiques, entrepreneurs, sportifs ou même artistes. Bref, des humains formidables. Grandir, ça prend du temps, et il est temps de s'y mettre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gross Up. Je suis en compagnie de Maxime. Salut Maxime. Salut. Et en compagnie de Emmanuel de Vaumoret. Hello, exactement, bravo, rien à dire. Ok, donc que vous connaissez peut-être par son aventure avec Eskimos, on reviendra là-dessus. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Emmanuel, est-ce que tu peux nous raconter qui es-tu ? Oula, ça, j'espère que vous avez un peu de temps. On est bien installé, on est là pour ça. C'est ça. Donc voilà, j'ai 41 ans pour ceux qui nous écoutent, donc 41 ans de vie à raconter. Je vais quand même essayer de faire un peu court. Écoute, en 2 mots, voilà, c'est vrai que pour dire là où j'en suis et voilà, sur ce qui a drivé ma vie, c'est vrai que le web a fait de moi un vrai passionné. Et donc, j'ai finalement beaucoup orienté mes études là-dedans. Donc, pour faire... tu veux vraiment que je raconte depuis le bac et tout ça ou... D'où tu viens, en fait D'où je viens. Alors, je viens d'un bac S. Alors, je crois que les jeunes d'entre nous qui nous écoutent peut-être savent pas ce que c'est qu'un bac S. Ils se rappellent quand même un minimum. Donc, un bac scientifique. Oh, si, c'est encore d'actualité, bac S. C'est encore d'actualité, ouais, ça va. Il n'y a plus maintenant. Mais... Ah ouais? Ouais. Ok, bon, c'est annulé, tu vois. À 20 ans, on est déjà vieux, du coup. Ok. Et donc, voilà, c'était une composante scientifique. Alors moi, l'histoire drôle, c'est que justement, avant le bac, j'étais pas forcément un très bon élève. Ça m'amusait que peu. C'était très théorique pour moi, le premier S, second S, le terminal, le collage, tout ça. Mais voilà, on est quand même un peu obligé de passer par là. Donc, il y a eu cette étape comme tout le monde, de collège, de lycée, et puis d'arriver au bac. Et alors moi, arrivé au bac, délivrance, quoi. Délivrance, bac S en poche, wouhou. Alors, quelques années de retard, mais j'y étais quand même arrivé à la sueur de mon front. Et j'arrive dans une école de commerce avec une composante en informatique qui s'appelle Advancia. C'est rare, ça, ce double casquette. Ouais, c'était un peu rare. Je suis même pas. Je crois qu'ils ont fait ça 2 ans et qu'ils ont arrêté. Donc j'étais dans l'une des 2 promos. Ça s'appelait gestion des systèmes d'information. On avait des cours d'informatique. Et donc comme on était dans les années 2000, il y avait de la programmation. Ça naissait. On était sur PHP 2, PHP 3, enfin des premiers langages de PHP. Et donc je me suis dit, je vais être développeur, c'est de la balle. Hein. Je veux apprendre à faire ça. Donc j'ai fait mes stages dans le développement, j'ai fait des stages orientés sur l'informatique, et puis comme l'internet naissait un petit peu avec moi, parce que Google c'est 98 ans, on s'en rappelle pas comme ça, mais voilà, c'est on va dire relativement récent. Et donc du coup je découvre l'informatique, la programmation, et je kiffe, quoi. Je kiffe. Donc j'ai passé plus de temps à faire de la programmation qu'à jouer. Et avant tes 18 ans, du coup t'avais genre zéro expérience, zéro connaissance de l'informatique, c'est... Ouais, c'était vraiment très naissant. Alors, j'avais eu la chance d'avoir des parents qui m'avaient offert un ordinateur assez jeune, donc j'avais quand même mis les mains dans Windows 98. J'avais découvert un peu ce monde-là. J'étais pas non plus totalement noob de l'informatique.
Voilà, à part ça, c'était quand même assez réduit. Voilà. Ok. Donc, Donc, du coup, le bac, tu te lances dans l'informatique et qu'est-ce qui se passe ensuite? On veut savoir la suite. alors, c'est là où ça devient fun parce que moi, je me régale là-dedans, je fais mes stages, je découvre un peu Internet qui naît avec moi. Donc ça, c'était une expérience folle parce que les gens vont me prendre pour un fou. Mais quand je fais des sites Internet à cette époque, donc je crois 2003, 2004, et puis je fais un lien entre deux pages et quand tu cliques sur un lien, ça va sur l'autre page. Je suis comme un fou. Je me dis, mais c'est génial ce truc. On peut mettre du contenu, Parce que quand tu dis informatique, tu étais spécialisé en développement web. Ouais. Okay, est-ce que c'est assez large quand même l'informatique? Ouais, c'est large. Donc là, si tu veux, j'avais appris à écrire en PHP, faire de l'HTML, du JavaScript, tout ce qui va faire le socle d'un site internet aujourd'hui. Okay. Alors les langages ont évolué, il y en a eu des nouveaux, des plus compliqués. À l'époque, il n'y avait pas de WordPress, il n'y avait pas de... Non, c'était un peu récent, ou alors c'était vraiment le début, mais on faisait vraiment à la main, voilà, pour ne pas dire une expression plus vulgaire. donc si tu veux, pendant mes stages, je raconte ma vie sur des sites internet, je crée même des sites quand l'occasion s'en fait sentir pour une paroisse qui va me dire tiens il me faudrait un site. Je crois que j'avais fait le groupe de partage.com, un truc comme ça. Tu te souviens de ton premier site que tu as créé? Ouais, je me souviens, ça s'appelait annuaireétudiant.net. J'ai toujours le nom de domaine en bon référenceur. Ah ouais, c'est exactement la question que je me posais. Est-ce que tu as acheté des noms de domaine à cette époque? Ouais, à cette époque. J'ai acheté des noms de domaine. Alors par contre à l'époque j'étais pas du tout dans le référencement. Et d'ailleurs c'est marrant, je vous raconte une anecdote, c'est que annuaire étudiant, donc c'était l'ancêtre de Facebook, hein, mais ça avait pas la force évidemment. Et puis bon, moi je voulais juste faire un annuaire d'étudiants comme son nom l'indique. Et si tu veux un jour, mais c'est véridique, hein, un jour je rajoute masse de contenu sur la page d'accueil. Je sais pas ce qui me prend. Et je vois mon trafic de Google, du contenu, je sais plus, j'avais dû mettre du contenu sur les étudiants, sur les avis de recherche, en relation, je serais incapable de te redire exactement ce que j'ai fait, mais j'ajoute du contenu au moins 600 ou 700 mots sur ma page d'accueil, et là, Google, tout d'un coup, m'adore, et m'envoie plein de traf. Et c'est là où je me dis, mais merde, en fait, t'ajoutes du contenu, t'as du traf. Alors à l'époque, c'était aussi simple, hein. À l'époque, le référencement, t'ajoutais du contenu, 2-3 liens, bam, et tu cassais la baraque. Mais enfin, il faut savoir qu'à l'époque, les gens n'achetaient pas en ligne, il y avait plus de défiance et c'était autre chose. Donc, annuaire étudiant, j'ai mes premiers sites, je suis en école de commerce, je m'éclate bien. Et t'as fait ça juste pour le fun ou il y avait tu voulais faire un peu d'argent de poche derrière? Ah non, j'étais pas mercantile du tout, pas assez à cette époque. Okay. Non, c'était ouais. Par plaisir. Par plaisir, et je découvre un truc complètement. En fait, moi, pardon d'être un peu, j'étais ouf, je voyais ça, je faisais le truc est dingue. Faut comprendre qu'à l'époque, c'est un peu comme la première voiture, quoi. C'est quand tu vois, quand les mecs n'ont jamais vu une voiture de leur vie, qui voient la première voiture qui roule, ils font ah ouais, ton truc, ça permet vraiment de gagner du temps. Bah, moi, j'étais pareil, quoi. J'avais découvert le feu, quoi. Donc j'étais comme un dingue et j'ai découvert Flash, le Flash qui maintenant est banni par Google. Mais Flash était dingue parce que tu faisais des animations avec des petites fusées, des mains, trucs. C'était dingue, quoi. Moi, je m'amusais comme un petit fou avec ça, quoi. Donc je démarre mes stages là-dedans, je fais des stages en développeur, en tant que développeur PHP, il y avait pas mal de recherches déjà à l'époque. Et donc j'arrive à l'EPITA, je fais Advancia et puis après je fais un bac+5 EPITA. Et donc c'était cool l'EPITA parce que c'est une école qui est quand même relativement connue. Ça c'est full informatique. Ah ouais, alors ça c'est des psychopathes. Très technique. Très technique. L'EPITA, on avait des salles informatiques ouvertes 24/24, 7 jours sur 7. Avec des descentes de flics, souvent quand on déconnait un peu avec la sécurité. Ça, je peux pas tout raconter en ligne. Mais c'était fou. Enfin, c'était des malades mentaux. C'est-à-dire, tu rencontrais, pardon pour certains, je dis, hein, j'ai des très bons amis aussi. Non, mais voilà, c'était des gens qui étaient juste ultra passionnés par l'informatique, un peu encore plus geek que moi. Et là, tu rencontres des gens qui sont voilà, 400%. Et en fait, ce qui est sympa, c'est là où j'ai compris vraiment le mot du sens hacker. C'est-à-dire que là, je vais pas faire une litanie trop longue sur le mot hacker, mais simplement, si tu veux, au-delà du hacker, où on en a l'image du mec qui cherche simplement à péter une sécurité. En réalité, le hacker, c'est aussi celui qui essaye en permanence, qui tente, jusqu'au moment où il va trouver une faille, il va trouver un truc, et en fait, il va l'exploiter. Ensuite, qu'est-ce qu'il va en faire? Ça va dépendre des gens.
Mais en fait, dans une vie professionnelle, il faut qu'on soit des hackers, parce que l'objectif étant de hacker tout le temps. On réussit assez rarement dès le premier coup, sinon on est très chanceux. Et donc, dans le référencement, on va voir que c'est ça, hein, c'est tu testes, puis tu trouves une faille, tu trouves un truc qui fait que ça a l'air de bien marcher parmi tout ce que tu as appris, et bah du coup, tu vas te concentrer sur ça, et puis tu vas gagner un peu d'argent, et puis ça va être corrigé par Google, l'effet va être diminué, donc tu retrouves une autre faille. En fait, moi, mon métier, il est que là-dedans. Ok. Donc j'arrive voilà, à la fin de mes études, et puis pour finir sur la fin de mes études, du coup, je me rends compte T'étais un hacker, toi, à ce moment-là, ou... Non, mais dans le sens obstiné de chercher toujours Ok. l'optimisation, ça m'a pas quitté. D'accord. J'en suis devenu un peu névrosé. C'est-à-dire que j'optimise tout, même dans ma vie, si tu veux. Quand je marche trop longtemps parce que j'aurais pu tourner à droite pour gagner un peu de temps et qu'en fait j'ai pas vu et j'ai fait un détour, ça m'agace, tu vois. Donc il y a une vraie volonté d'optimiser tout ce que je fais. Mais hacker pas trop dans le sens sécurité, même si c'est un sujet qui m'a toujours un peu titillé en part-time. Mais si je devais me reconvertir, je pense que je ferais de la sécurité informatique. Mais parce que je trouve ça incroyable. Mais Hacker White Hat, c'est comme ça que ça s'appelle ouais, White Hat ou pas que, mais White Hat, ouais, pourquoi pas. Pas que. À voir si plus il y a fini. Mais il y a beaucoup de failles en informatique, c'est trucs de fou. Enfin, c'est moins un sujet, mais j'avais fait d'ailleurs un stage. J'avais fait un stage d'informatique, je me rappelle très bien, pour apprendre le C++, et j'étais rentré dans la console d'administration du centre de formation. Et le mec était fou. Le mec était fou, il m'avait passé le nom l'appel il m'avait passé le prestat qui avait fait le site internet et tout. J'avais expliqué comment j'avais fait. Enfin, ça m'a fait marrer. Bon, mais Tu t'es pas fait taper sur les doigts non, mais non, parce que j'ai dit pardon. Et puis je me suis dénoncé comme un con, donc forcément. Mais mais en réalité, mais d'ailleurs c'est marrant, hein, c'est les failles. Enfin, je fais un petit pilaïus très rapidement là-dessus. Aux États-Unis, ça s'appelle les bounty hacks. Et en fait, c'est bien en fait aux États-Unis, t'as des concours. Il y a des rémunérations. Ouais, voilà. En fait, c'est un bon mindset. On te dit, gars, tu trouves une faille, je te dis bravo en fait. En France, on te met en prison. C'est dommage. Au contraire, on devrait dire, t'as trouvé une faille, donc je te récompense en fait. Parce que tu me l'as dit honnêtement, et c'est fine, quoi. Et c'est assez fou le temps que... En fait, quand une faille devient publique, en général, c'est parce que la société en tant que telle met trop de temps à la corriger, et les mecs, ils en ont marre, donc ils la balancent, et en général, quand elle est publique, ils sont un peu plus rapides à la corriger. Donc, la sécurité, c'est vraiment un monde amusant, où il y a des choses très simples à faire. Et ouais, c'est vrai que ça m'intéresse pas mal. Mais... voilà, pour conclure, donc j'arrive à la fin de mes études et je vais arrêter le développement parce que je vais me rendre compte que je suis pas fait pour ça. Voilà. Pourquoi Bah, en fait, si tu veux, en toute humilité, je me suis rendu compte que j'étais pas assez, j'étais pas assez rigoureux. Moi, je suis un peu multitâche. J'aime bien faire plusieurs choses à la fois et c'est pas très compatible avec le développement. Le développement, faut passer beaucoup de temps à réfléchir comment tu vas coder le truc. Et après, il faut être concentré, tu fais ton code et tu y vas jusqu'au bout. Moi, j'ai plusieurs onglets dans mon Chrome, quoi. Tu vois, j'ai testé un truc et puis le navigateur, il met un peu de temps à répondre. Du coup, je vais zioter le téléphone. Enfin, franchement, tu sais, de temps en temps, faut pas perdre trop de temps si t'es pas à fond. Bon, moi, je m'amusais bien dans le code, mais j'étais plus chef de projet. Je m'amusais plus en tant que chef de projet. Donc, c'est pour ça que très rapidement, je suis arrivé chez Full Six. Et pourtant, à l'époque, c'était en 2003, c'est ça? Un truc comme ça à peu près, ouais. Il y avait un boulevard qui était ouvert pour le développement web. Il y avait tout le monde qui voulait être sur Internet. Enfin, il fallait y être. Il y avait beaucoup de demandes. Ouais, c'est vrai. Ça t'a pas tenté Si, mais du coup, j'y étais par une autre porte qui est la gestion de projet. Ok. Le développement, si ça me tentait, mais il y a un moment où quand tu vas dans le mur, faut aussi se dire, tu vois, si je persistais dans une voie où j'étais pas forcément assez rigoureux, ce qui était le mot, hein, faut être honnête avec ses qualités et ses défauts. Moi, je voyais bien que j'étais pas assez patient parce que le code, en fait, pour en avoir fait quand même suffisamment, ça peut te rendre fou, tu vois. T'as des bugs où tu vas rester, t'as un truc qui va planter, sans blague, hein, tu peux rester plusieurs heures bloqué sur un truc, tu comprends pas. Et puis enfin voilà, à bout d'un moment, tu vas prendre un café, tu vas faire 3 fois le tour de pâté de maison, tu reviens, tu trouves tout de suite l'erreur.
Mais quand tu es sur un code, c'est comme une faute d'orthographe dans un texte. Quand tu as trop relu un texte, tu vois plus la faute. Alors que toi, tu viens, tu relis mon texte, tu fais, mec, il y a un S, un machin. Et moi, je la verrai pas parce que je l'ai relu. Et c'est la même chose pour le code. Parce que moi, ça me rendait ouf, ça. Et donc, du coup, et puis je te dis, j'avais aussi une culture de faire plusieurs choses à la fois. Donc, bref, moi, en fait, aussi, j'ai eu aussi une très belle opportunité donc, chez Full Six de devenir chef de projet, où j'ai rencontré des gens passionnants. Et donc, si tu veux. Full Six, il faisait quoi du coup? C'était une entreprise de quoi? Full Six, c'était une agence qui faisait des sites médias. Voilà, qui faisait des sites médias et qui travaillait sur voilà, de la création pure et dure de sites internet. Voilà. Okay. Donc, on a travaillé sur le site de MAF, par exemple, que j'ai tout travaillé de A à Z. Donc, pour être très précis, tout ce qui était créa et tout ça, c'était fait en amont. Donc moi, j'étais ni à la signature du client, ni aux maquettes, pardon. Et en fait, après les maquettes, on arrivait dans une équipe où on va aller péter les maquettes, les développer les découper en JavaScript, en HTML, et après une couche PHP, serveur, etc. pour les rendre dynamiques, évidemment, et faire en sorte que quand tu tapes Paris, ça te renvoie les résultats de Paris, et puis Marseille, quoi. Et là, j'ai travaillé avec des devs qui étaient des mecs très énervés, avec qui je suis encore en contact maintenant. Et Mais à aucun moment, tu t'es dit... là, tu t'es lancé dans le monde un peu salarié, on va dire. Enfin, t'étais salarié, ouais, j'étais salarié. Ouais. Je vais le rester longtemps, d'ailleurs, après. Il n'y a aucun moment, à ce moment-là, peut-être tu vas nous le dire après, mais t'as pas eu de déclic à ce moment-là, te dire, ouais, tout ce que je fais, là, je sais le faire. Pourquoi est-ce que je dois avoir quelqu'un qui me dise ce que je dois faire en fait? Alors, parce que tu avais réussi à avoir du trafic sur tes sites, tu avais un peu des idées. Ouais. Alors, en fait, il y a eu un premier déclic, mais qui va pas être suffisant. C'est qu'à ce moment-là, c'est une bonne remarque. Je vais créer trajetalacarte.com. Trajetalacarte.com, c'est un site de covoiturage courte distance. Ah, et j'ai une sorte de Blablacar en fait. Une sorte de Blablacar. En fait, maintenant, ça s'appelle Blablaline. Ouais. Et en fait, ils étaient déjà allés sur cette niche. Donc, eux, ils sont sur le covoiturage classique, on va dire, longue distance. Mais ils avaient lâché la courte distance parce que, en effet, pas très rentable et tout ça. Ça s'avérait vrai pour moi aussi. Et avant 30 ans, tu avais créé un Facebook et un Blablacar. Ouais, en toute humilité. T'avais les bonnes idées. J'avais des idées. J'avais des idées, mais après, c'est vrai que j'ai eu le déclic de l'entrepreneuriat un peu plus tard. On va y revenir et ça va donner en grande partie Eskimos, en effet. Mais pour rester 30 secondes sur trajet à la carte, trajet à la carte, en fait, tu vois, je prenais ma voiture le matin et on était genre 10 voitures, 10 personnes dans les voitures. Oui, tu regardais autour de toi, tu voyais que on était tout seul. En fait, j'avais honte. En fait, je me regarde. Enfin, je me disais, putain, on est tous des blaireaux. En fait, on est tous un dans la voiture, tu vois. Il y a 5 places à chaque fois. On est tous seuls, tu vois. Et le pire, c'est dans le périphérique. Tout le monde attend et tout, ça bouchonne, là, parce que tout le monde part à la même heure et revient à la même heure, etc. Et non, je me suis dit, on est des golemoutes, on devrait pouvoir, un Bouygues Télécom chez qui j'ai travaillé, il y avait forcément des mecs qui habitent à côté de chez moi. Ouais. Et donc, on aurait pu faire du covoiturage. C'est sûr que... Et forcément, que je connais pas d'ailleurs, et légitimement, parce que Charlotte, elle est à la compta, moi je suis machin, etc. Et donc, si tu veux, je monte trajet à la carte avec un développeur de chez Full Six, Charlet, si tu nous écoutes. Et donc, du coup, on fait ça ensemble. Mais après, ce qui est vrai, c'est que et donc, du coup, en fait, pour expliquer, donc, je proposais aux sociétés de faire un genre bouygues.trajetalacarte.com et tu as donc un site dédié pour toi avec ton logo, ta bannière. Ok, donc réservé aux employés d'une société, quoi. Ouais, en fait, l'idée, c'est de dire salut Bouygues, tu veux proposer du covoiturage courte distance à tes clients, tu as globalement le budget pour faire ça a priori, et pour toi, ça te donne une image verte, ça fait que tes collaborateurs peuvent faire du covoiturage, c'est plutôt smart, quoi. Mais en réalité, comme tout centre de coût, ça s'est révélé compliqué en application. J'ai eu quelques clients, j'en ai toujours d'ailleurs, parce que le site est live et vous pouvez aller voir, mais malheureusement,
Ce qui est vrai, c'est que c'est trop long. Enfin, les sociétés ont du mal à investir même des sommes relativement raisonnables au regard du chiffre d'affaires global sur ce genre d'investissement type un site intranet de covoiturage courte distance. Alors j'ai aussi des concurrents, hein, donc peut-être que des concurrents aussi ont été meilleurs que moi, mais donc du coup, si tu veux, c'était un premier coup qui a été pas forcément couronné de succès, mais en même temps, je suis content parce que je faisais ça un peu en me disant, bah, j'essaie de faire ça aussi comme objectif écologique. Je pense qu'on a tous, aussi possible que faire se peut. C'était en quelle année? C'était à la sortie, ça va être 2006, 2007, Ouais. 2008, dans ces eaux-là, quoi. J'ai un peu un doute, mais dans ces eaux-là, en tout cas. Et ouais, je me suis dit, si chacun essaye de faire une initiative pour aider la planète à s'en sortir, ce serait cool, quoi. Donc moi, c'était ce que j'avais tenté de faire. Ça avait marché à mon humble mesure. Voilà. Donc du coup, ouais, donc du coup pour l'entrepreneuriat, voilà, c'est vrai que pas à ce moment-là, j'ai eu la volonté d'être mon propre patron, mais en même temps, c'était pas encore, enfin c'est pas forcément ne pas avoir quelqu'un au-dessus de moi qui était parce qu'on a toujours quelqu'un en fait un peu au-dessus de soi. C'est un peu rare quand on est un électron libre. Au pire, c'est ta femme, si tu veux. Non, mais si tu veux, donc, par contre, travailler à la juste valeur de ce qu'on apporte et de ce qu'on crée, ça, c'est extrêmement motivant. Ça, c'est génial. Et c'est ce qui va en effet différencier un salarié d'un entrepreneur. Ok, et du coup, l'expérience marche moyen, on va dire. Du coup, tu décides de continuer là-dedans. Donc je continue. Chez Sixt. Ouais, chez Full Six. Et donc je continue chez Full Six. J'y fais pas mal mes armes. J'y apprends. Enfin, je reste en contact avec des développeurs et tout ça. Et donc du coup, c'est là où je vais découvrir. Enfin, c'est là où après cette expérience, je vais rentrer dans le référencement naturel. Et donc là, je vais faire 4 ans. À l'époque, ça s'appelait Apposition, c'est devenu iProspect. Et je vais être responsable d'une équipe de référenceurs naturels. Et pourquoi le référencement? Enfin, tu t'étais rappelé de ton expérience? Ouais, je l'avais un peu toujours gardé pas très loin dans ma bannette. Okay, ouais. Je saurais pas te dire exactement pourquoi, mais je sais pas, c'est un levier qui m'a toujours éclaté. Peut-être que c'est le premier qui m'est tombé sous la main, j'en sais rien. Mais même chez Fullstick, j'en faisais un petit peu. J'avais quand même des sites, je regardais le trafic, mais j'étais un noob. Et donc je suis arrivé chez Apposition et donc là, on m'a dit, OK, Manuel, on va te donner une équipe de 6 personnes. Et donc et des clients, évidemment, et bon courage. Donc là, je découvre en toute transparence, je connaissais le management, on va dire transverse, c'est-à-dire piloter des gens sans rôle hiérarchique, ce qui est assez compliqué parce qu'on n'est pas le manager. Mais là, je devenais manager et ça a été éprouvant la première année parce que quand tu deviens, si tu veux, quand tu deviens responsable de gens qui sont des experts, ils en attendent beaucoup de toi. Ils attendent que tu saches mieux qu'eux. Ils attendent que tu sois très bon au management. Ils attendent énormément. On a tous râlé sur un responsable hiérarchique en disant, il n'est pas ceci, si j'étais à sa place, je serais 1000 fois meilleur, blablabla. Et moi, en fait, au début, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'arrivais un peu dans une notion de collaboration, de bonne intelligence. Et puis, je tombais sur certains des gens de mon équipe en mode j'aurais bien pris sa place, quoi. Donc, ça a été une expérience assez folle. Ça se tirait un peu dans les pattes. Ouais, ça a été un peu dur, en fait. Ça manquait pas une occasion. Donc... Et donc ça a été difficile, mais après donc c'est là où j'ai hacké, j'ai continué à tester. J'ai vachement je reconnais, hein, j'ai beaucoup appris, j'ai plus appris en référencement naturel qu'en management à ce moment-là. Et je suis devenu, je pense, un peu meilleur. J'ai beaucoup appris. J'ai aussi la chance d'avoir rencontré des gens ultra passionnés, des tueurs à gages dans ce métier. Que je côtoie encore pour certains, et donc eux, si tu veux, au lieu d'être bêtes, ils m'ont aussi ouvert la voie. On a tous des choses à apprendre,
D'ailleurs, ma grande fierté de cette époque-là, c'est de recroiser mes équipes après, plus tard, de sentir une fierté que j'ai été leur manager à ce moment-là. Enfin, genre un peu des excuses non verbalisées qui consistent à dire, bon, j'étais un peu dur au début, mais en fait, tu faisais le job, garçon. Donc ça, c'est cool. Et donc, quand tu étais manager, là, ta préoccupation, c'était de devenir meilleur que tes équipes? Non, pas ma préoccupation, mais mon objectif, c'était surtout d'apprendre parfaitement le référencement. C'était mon dada, c'était ma passion, ça l'est toujours. Donc, j'étais dans une société de pointe qui faisait beaucoup de R&D, qui était innovant, très connu sur le marché. En fait, c'était l'Eskimos de l'époque, quoi, à Position. Donc, c'était génial, si tu veux. Donc, moi, j'étais très fier de faire partie d'Apposition. On faisait des choses passionnantes, et puis j'ai pu... c'est la première fois que j'étais payé pour vraiment faire que du référencement naturel, pleine balle. Et j'ai vu... j'ai commencé chez France Télévisions, si tu veux. Donc, une entrée en matière plutôt directement des grands comptes directement. Les sites de France TV, c'est France TV Info, France 2, France 3, Bon, c'était des gros sites. Il fallait des capacités, des connaissances et des capacités de crawl. Si tu veux, là-bas, je pense qu'aucun référenceur aujourd'hui n'est formé comme j'ai été formé chez Apposition, avec des outils à la mano où tu travaillais des fichiers, tu faisais des intersections. Maintenant, on a des outils qui font un peu ça, mais on faisait à l'époque, pour vous donner un ordre d'idée, quand on faisait un audit technique chez Apposition, on prenait 1 mois de travail. Un mois de travail. Aujourd'hui, un audit technique, on le rend en 4 jours. Quoi. Donc, c'est pour vous dire la différence de travail qu'il y avait entre l'implication d'un audit technique à la Apposition versus maintenant. Quoi. Rapidement, sans rentrer trop dans le détail technique, c'est quoi un audit SEO Ouais, bonne question. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que nous, on est face à des clients qui veulent plus de visibilité. Nous, notre levier, notre média, c'est Google. Donc, donc il y a le référencement payant d'un côté. Donc ça, on va pas beaucoup en parler. Le référencement payant, et pardon pour ceux qui nous écoutent et qui en font. En gros, tu sors ta carte bleue et t'es premier sur le mot-clé de tes rêves. La triche. C'est nul de faire c'est le pay to win. Ça s'appelle le SEA. Ouais, c'est le SEA. Donc ça, évidemment, je plaisante, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment, mais c'est quand même, je pense qu'on me retirera pas que c'est fortement lié à une notion de budget. Et si t'es vraiment open bar en termes de budget, tu peux quand même des positions. Alors après, si tu veux payer un peu moins cher, faut avoir un contenu qui est intéressant, faut avoir une page qui matche bien avec ta requête. Blablabla. Mais bon, globalement, tu as une dépendance très forte à Google parce que tu le payes pour être premier. Et donc, moi, j'aime beaucoup le référencement payant pour tester des requêtes. Moi, j'avais un client il n'y a pas longtemps sur la livraison de homards. Donc, on voulait tester si son site allait transformer et que les gens allaient commander des homards via son site e-commerce. Bon, voilà, on a acheté la requête, on était premier, donc on était grave thématique, le site vendait du homard, enfin voilà, c'était cool. Et donc on a vu à quel point ça transformait, on a pu corriger énormément de choses, et on gagne du temps plutôt que de passer par la case référencement naturel qui, elle, va demander quand même plus de travail, d'implication et de temps. En référencement naturel, quand tu es le premier sur livraison homard, tu vas pas y arriver en une semaine, quoi. Alors qu'en référencement payant, tu mets ta carte bleue et boum, tu passes assez rapidement dans le top. Donc je reviens sur mon explication. Enfin, vous m'aidiez à pas trop digresser, parce que sinon on est encore là demain. Mais en gros, donc la visibilité, l'audit technique en référencement naturel, ça consiste, si tu veux, à voir donc à combien de pourcents le client via son site internet respecte les guidelines de Google. Voilà. Ça va bien ma définition en fait. Ouais, c'est précis. Donc en gros, si tu veux, réussir à comprendre l'algorithme de Google. Alors ça, c'est le temps 2. Okay. Mais dans un premier temps, ça va être par exemple, sans se prendre la tête avec notion d'algorithme et tout ça, c'est Google va te dire par exemple, si tu veux ranker en mobile, il faut une version mobile. Donc tu vas regarder si le client a une version mobile. Si tu veux ranker sur tel mot-clé, il faut du contenu en relation avec le mot-clé. Il faut que le mot-clé soit présent dans la page. Moi, j'ai déjà eu des clients, ils voulaient être premiers sur tel mot-clé, il n'y avait pas le mot-clé dans la page. Donc c'est pas bon. C'est une sorte de checklist en fait. Une checklist, exactement. Alors c'est une checklist. Par exemple, tu vas regarder les temps de chargement. Tu vois, si tu as un site e-commerce et que tes temps de chargement sont dégueulasses, c'est un peu compliqué, quoi. Et bon, je vais pas tout citer, mais en gros, tu fais, en effet, tu vas contrôler un certain nombre de points. Et après, donc là, je vais dans ton sens. Il y a une connaissance de l'algorithme qui est important, qui arrive pour les gens les plus compétents, les plus seniors. Et cette connaissance, par exemple, elle va passer par le fait, je te donne un exemple très concret, Google passe un temps déterminé, on appelle ça le budget crawl sur ton site internet.
il va passer, je sais pas, 1 heure, on va dire, c'est arbitraire, hein, sur ton site. Admettons qu'il est 20 000 pages, donc il va passer peut-être une demi-heure sur ton site. Et l'idée, c'est qu'il voit un maximum de pages dans ce temps imparti. Parce qu'il a autre chose à foutre, Google. Il va aller chez Amazon, il va aller chez eBay, il va aller chez un certain nombre de sites. Alors, je schématise, hein, parce qu'il fait tout en parallèle, etc. Mais en gros, si ton site est relativement conséquent, il faut que tu te démerdes à ce que Google ne voit que les choses efficientes qui ont un intérêt en termes de référencement pour lui. Par exemple, si tu as des quiz sur ton site internet, peut-être que tu vas dire à Google ne va pas là. Donc ça, tu le fais avec une instruction que tu mets dans un petit fichier robot. Je rentre pas dans les détails, mais tu peux couper, dire Google ne va pas voir, par exemple, mon forum. Moi, j'avais eu un client, le forum était pourri, quoi. Il y avait que de la merde et ça générait d'ailleurs pas de trafic. Donc à partir du moment où sur un an, le forum du client ne génère aucun trafic, bah soit il travaille sur son forum pour mettre du contenu de qualité, soit il dit non mais j'ai pas le temps et on coupe le forum pour que Google n'y aille plus parce que de toute façon ça nous rapporte rien. Donc c'est le bon sens de dire ok disons à Google de passer à tout sauf sur le forum puisqu'il perd son temps sur le forum et il trouve que c'est pas qualitatif puisqu'il n'envoie pas de visite sur le forum. Voilà, donc du coup l'audit c'est ça, c'est de vérifier l'ensemble des prérogatives de Google. Et puis, nous, on mixe ça avec un petit peu de popularité, où on cherche à faire des liens externes vers le site de nos clients, soit avec des actions de presse, avec différentes méthodes pour donner de l'autorité au site internet. Mais ça, c'est plutôt après dans un cadre d'un accompagnement. Du coup, c'est un job assez répétitif quand même, non? Si t'as une checklist, c'est un peu... c'est machinal, quoi. Tu suis la checklist, tu coches... Pour le bas de la checklist, oui. Ouais. T'as des trucs qui sont un peu toujours les mêmes. Maintenant, les problématiques sont en fait jamais les mêmes. Si tu veux, c'est toujours... ce qui coince, c'est toujours un peu différent. Et en gros, l'erreur que fait souvent les consultants, c'est de dire, voilà, t'as 10 erreurs sur ton site. Alors, comme ça, tu vas me répondre, bah ouais, c'est cool, il dit les erreurs. Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment la question. La question, c'est où je vais et comment j'y vais. Donc, en fait, un client, quand il t'achète un audit technique, si tu lui dis, ouais, tes temps de chargement sont pourris, machin, ok, fine. Mais c'est quoi la stratégie que tu vois pour moi? C'est quoi les mots-clés sur lesquels je vais aller faire du traf? Comment je vais augmenter mon chiffre d'affaires? Et en fait, au-delà de la fameuse checklist qui peut être en effet barbante au début, en réalité, il ne faut pas y passer trop de temps parce que la technique a de moins en moins d'importance pour faire du ranking. C'est ça qui paraît dingue. C'est que Google, en fait, maintenant, est très basé sur les usages. Et vous savez, Chrome, hein, c'est pas gratuit pour rien, en fait. Donc, alors là, je dis quelque chose qui va pas forcément être totalement adoubé par l'ensemble de la communauté, mais dans la vie, il faut un peu avoir ses opinions et pas celles que tu lis sur les blogs. Et moi, je suis quasiment certain que Google, en fait, regarde beaucoup les usages à travers Chrome, hein, et pas que, hein, mais entre autres. Et que donc, du coup, je pense que la qualité de ton site d'un point de vue UX, le fait qu'il y ait de l'engagement, le fait que tu aies des réseaux sociaux, des choses comme ça, une somme de plein de petites choses fait qu'à la fin, tu vas mieux ranker. Donc, c'est très important de dire à ton client, bah, en fait, si tu veux, ton site, techniquement, il y a ça, 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 ça. Mais en fait, si je suis transparent avec toi, client, c'est 20% du boulot. Alors, tu me dis, ah, 20%, mais c'est rien ça, il y a 80% encore à faire. Bah ouais, parce qu'en fait, 80%, le reste, ça va être déjà à 40% la stratégie. Donc, la stratégie, c'est que il faut que tu popularises plus cette page-là, qui visiblement ramène plus de chiffre d'affaires que les autres. La stratégie, ça va être que tu travailles tel mot-clé, parce qu'en fait, ce mot-clé-là, c'est le mot-clé phare, et c'est vraiment là où il y a de la visite et où il y a de la recherche, alors que toi, tu travailles tel mot-clé. Enfin, je donne des exemples inventés, mais il faut donner une vision à son client pour dire où est-ce qu'il va et comment il y va. Et en fait, c'est ça qui l'intéresse. Voilà. Et après, donc ça, c'est quasiment 40% du travail, ça va être le contenu / stratégie, et le reste, ça va être de l'autorité que tu vas aller chercher via des sites d'autorité, puisque un lien depuis un site intéressant sous-entend que toi aussi, tu es quelqu'un d'intéressant. Tu vois, si les Échos fait un lien vers toi, les Échos étant des gens intéressants, c'est qu'a priori, tu méritais un lien des Échos. Donc, c'est bon signe. Donc, Google, ça va compter dans son algorithme le nombre de liens d'autorité que tu as. D'accord. Ok, ouais, il réfléchit un peu comme une personne, en fait. Exactement. Quand t'as un pote qui te recommande un article, tu te dis, bah, si mon pote le recommande, c'est que... D'où l'intelligence artificielle qui fait énormément partie de l'algo de Google, qui est en fait de l'entraînement. Et cette notion de personne dont tu parles est en fait introduite dans l'entraînement informatique où en fait on lui dit bah tiens regarde je sais pas
À chaque fois que la population tape tel mot-clé, ils vont sur tel site. Donc c'est peut-être que ce site-là est intéressant et puis Ok. c'est recoupé par d'autres datas. Mais ça n'existait pas, ça, en 2006, Non, 2007 je pense pas. Non. Ok. Donc, du coup, pour l'instant, le taf était assez, on va dire, technique, à l'ancienne, à ce moment-là de ta carrière. Avant, mais c'était open bar. Ok. Avant le référencement naturel, d'ailleurs, et une âge d'or. Enfin, je saurais pas dire c'est quoi 2010. Avant 2010, on va dire un truc comme ça. C'était open bar. Alors c'était open bar parce qu'on faisait du contenu. Alors moi, malheureusement, j'en ai pas énormément profité parce que je commençais à découvrir le référencement et il y avait des gens qui avaient un peu d'avance sur moi là-dessus. Mais t'as des mecs qui ont gagné énormément d'argent avec de l'affiliation, des trucs érotiques et machin. Ça fonctionnait à fond et le référencement, enfin Google était une passoire quoi. Et c'est encore le cas d'autres moteurs de recherche, mais comme Google a une dominance folle. Alors, il y a encore des failles de recherche, sauf qu'on est très peu à les connaître, parce que voilà, maintenant, elles sont quand même plus compliquées à trouver, Puis- elles finissent par être fermées. Puis personne n'a intérêt à les divulguer, j'imagine, du coup, si c'est un peu l'avantage comparatif que tu as sur tes concurrents. Ouais, Quoi. c'est-à-dire que on partage, mais on partage dans un cercle plutôt restreint, et puis on est humble avec nous-mêmes, un truc qui va marcher, même si on le disait haut et fort, ça peut marcher un moment et plus marcher un autre. Donc oui, on garde toujours un peu nos recettes. Maintenant, attention, il faut quand même comprendre des choses importantes. C'est que d'abord, les recettes qui marchent trop vite, c'est pas des bonnes recettes. Parce que le jour où Google te chope, la main dans le pot de miel, sorti quoi. Donc il faut pas, il y a des choses qui, si tu veux, d'abord il faut comprendre qu'il y a des failles qui fonctionnent, mais que toi tu vas utiliser pour faire de l'argent, pour faire ranker des sites rapidement, et ton site il va se faire éclater, mais tu t'en fous parce que c'est un site temporaire. Et donc jamais tu feras ça avec un client parce que pour un client derrière il y a des salariés, blablabla. Donc premier élément de langage, c'est que c'est pas tant qu'on veut les cacher ces failles, mais c'est qu'elles ne fonctionnent que pour faire Un one shot, tranquille et mille, tu vois. Donc ça, premier élément. Donc pour nos clients, si tu veux, on va pas utiliser technique agressive jamais. Donc et après, il y a aussi quelque chose qui va nous différencier beaucoup de la concurrence, c'est la seniorité que moi je mets beaucoup en avant. On y reviendra à ma société, je pense, mais en gros, la seniorité et la vision que tu donnes à un client, là aussi, c'est difficile à transmettre parce que c'est du bon sens. Donc tu fais tout pour que tes équipes et que les gens avec qui tu travailles partagent un socle commun de bon sens et tu leur apprends à ceci, à cela. Mais malgré tout, vous observerez bien que, tu vois, on voit ça dans les règles sanitaires, on dit des choses précises, assez simples à comprendre, et puis tu as toujours un mec ou une somme de personnes pour dire non, on va pas le faire parce que c'est que des menteurs. Bon, c'est toujours compliqué. Donc il y a un autre secret qui est sur la notion de guider son client et de le guider vers le bon endroit, quoi, et intelligemment. Voilà. Donc quand tu étais manager, c'était quoi pour toi les missions principales? Qu'est-ce qui faisait que tu étais un jeune manager bon? Moi, si tu veux, c'est vrai que j'ai une bonne question. Ce qui était important pour moi à l'époque, c'était vraiment de faire monter en compétence mes équipes. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé à... Enfin, j'étais peut-être un peu béni oui-oui à l'époque, mais je le suis encore d'ailleurs, si c'est le cas. Mais j'ai beaucoup travaillé à ce que les gens soient, si tu veux, montent en compétences, apprennent. Et c'est pour ça que quand j'ai senti un peu d'énervement à mon égard, un peu de jalousie, c'est la raison pour laquelle, si tu veux, je leur ai dit, non mais les mecs, le management, c'est pas uniquement le fait d'être un expert en SEO en fait. C'est aussi t'accompagner dans les trucs que tu sais moins bien faire, dans le développement web, chose que je connais bien. Voilà, donc du coup... Du coup, la question à 1 milliard, pour toi, c'est quoi un bon manager? Bah justement, ouais, un bon manager, pour moi, c'est sans équivoque. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'écoute active, qui fait preuve de bon sens et qui est pas, en fait, un boss, mais qu'un leader, quoi. Donc c'est un mec qui... Moi, je vais être très très honnête avec vous. Moi,
moi, voilà, j'ai revu des gens de mon équipe il y a pas longtemps parce que j'ai quitté mon poste chez Eskimos. Et voilà, elles m'ont avec beaucoup de gentillesse témoigné que une fois que j'étais plus là, elles se sont rendues compte que bah, c'était un peu c'est du travail que je faisais, notamment d'un point de vue management vis-à-vis de la hiérarchie. Donc ça m'a touché. Et je pense que ce qui est sympa, c'est quand les gens se rendent compte à terme à quel point ton boss a joué le jeu de la barrière, je sais pas comment on peut le dire sans que ce soit négatif. Du relais. Ouais, du relais. Enfin, tu vois que tu sens chez ton boss quelqu'un qui est bienveillant, qui est dans le même intérêt que toi et qui essaye de te porter quoi, au sens vraiment propre du terme quoi. Donc voilà. Ok, du coup là t'as eu une bonne expérience du management à ce moment-là, et enfin une bonne expérience en termes de feeling, enfin t'as bien kiffé l'expérience quoi. Ouais. Et du coup tu t'es dit ok bah management c'est vers là où je veux me tourner quoi, Ouais. c'est un peu la progression classique, Voilà, essayer de monter en hiérarchie. Oui, j'aimais bien. Je pensais que j'avais des choses à apporter. Ça s'est révélé vrai ensuite. Mais oui, j'ai continué là-dedans. Et je me suis dit, les signaux que je reçois des gens avec qui je travaille sont plutôt positifs. Et enfin, c'est comme ça que je les interprétais en toute humilité. Donc vraiment, je me suis dit, voilà, il faut que je continue. Puis après, voilà, j'ai aussi eu des opportunités qui ont fait que j'ai continué dans le management. Et voilà, donc chez iProspect, donc je vais faire 4 ans, je sais plus, ouais, 3-4 ans, 4 ans. Et au bout de 4 ans, comme c'était une très très grosse structure, je me suis rendu compte que j'avais pas d'avenir dans cette structure. Pas d'avenir, enfin tu Tu pouvais plus monter, t'avais atteint ton max. voilà, je pouvais plus monter. En fait, pour vous la faire un peu courte et en toute simplicité, ce qui s'est passé, c'est que Apposition, dont je parlais tout à l'heure, a été racheté. Et donc, si tu veux, les gens qui faisaient partie de la société de rachat, enfin, voilà, ont un peu écarté. J'étais quasiment le seul d'Apposition la 3e année, quoi. Donc je me suis inséré dans des nouvelles équipes qui se connaissaient bien. Et donc moi j'avais beaucoup d'ambition en termes de R&D. Je voulais faire plein de trucs, tu sais. Moi j'étais le mec qui voulait faire plein de trucs, qui voulait former les autres, qui voulait faire A, faire B, faire C. Et donc dans ces grandes sociétés, on te dit oui c'est bien Emmanuel, non mais t'inquiète et puis tout ça. Puis quand tu as des revendications salariales, de toute façon tu fais partie d'un énorme comment dire, une enveloppe où il y a relativement peu de chances que tu sois enfin voilà, il y avait peu de perspectives dans tous les sens du terme. Et là aussi je me suis dit bon allez, courage, faisons un choix ambitieux. Et mon choix, ça a été de dire ok, bonjour manager, voilà, soit ça change, soit j'accepte de me casser sans problème, sans méchanceté, sans rien. J'ai envie de quelque chose d'un peu différent et un peu d'ambitieux. Voilà. Donc là, c'était pas forcément dans une visée de devenir entrepreneur ou quoi, c'était juste, juste plus de liberté dans ton poste, quoi. Ouais, et surtout envie de changer en fait. Okay. Je savais même pas à quelle sauce j'allais être mangé, mais je savais que j'étais dans une impasse et que je pouvais pas. En fait, le problème d'une impasse professionnelle, c'est que de vous à moi, il y a 2 solutions. Soit tu restes pas trop longtemps et tu rebondis. Et même si tu rebondis sur quelque chose qui est pas parfait, au moins tu as rebondi et tu es dans quelque chose de différent. Et si tu as choisi quelque chose de différent, il faut espérer que ce soit pas trop mal. Sauf que... et deuxième option, c'est tu restes agglutiné à ton poste. Tu dis non, c'est un CDI, je ne quitte pas un CDI parce que c'est la sécurité de l'emploi. Et donc tu bouges pas. Et voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui n'ont pas le choix peut-être de rester. Moi je pense que dans la vie on a toujours le choix, mais bon, pour les gens qui n'ont pas le choix de quitter leur poste, je compatis parce que ça va être difficile de rester. À l'époque, tu avais des obligations, je sais pas, une famille, un truc comme ça. Ouais, je commençais à avoir une famille, j'avais un enfant à l'époque. Donc oui, j'avais déjà des responsabilités. Et ça te faisait pas peur de Si, un peu. Ouais, si, okay. Un peu. Ouais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ouais, je m'en fous, j'y vais? J'avais pas le choix. Je voulais pas, je voulais pas me retrouver. Je me suis jeté à l'eau, si tu veux. Tu sais, c'est comme quand tu fais un saut à la piscine, un truc un peu haut. Ouais. Et en fait, soit tu vas pas. C'est binaire, quoi. Il y a un moment, soit tu recules. Et moi, j'avais pas.
j'ai attendu, hein, là je te parle de plusieurs mois Ok. en espérant que les choses évoluent, mais bon, je voyais que ça changerait pas. Mais franchement, hein, j'aurais pu rester où j'étais tranquillou, mais c'était pas. Et puis attention, j'ai eu aussi une opportunité donc de rentrer chez Eskimos, donc du coup je me suis dit bon allez, Ça arrivait au essayons. même moment à peu près ou Ouais, t'as pas eu, t'as pas eu de j'ai moment... cherché. Ok, ouais, t'as pas eu un moment, enfin, t'es pas parti sans rien, quoi. T'es pas acheté dans le vide. Non, je suis pas parti sans rien. J'ai quand même cherché du boulot avant de quitter. J'avais aucune raison Ok. de poser ma démission sans avoir quelque chose à côté. Pour le coup, Ok. ça aurait été un peu Parce suicidaire. on voit on a beaucoup de gens avec qui on a discuté qui juste se disaient ok, ça me fait chier, il faut que je me barre. Et qui partaient, genre même sans rien, et qui après se disent bon bah je vais bien trouver. Ouais. Non, moi j'étais pas dans l'impulsion non plus. Ok. J'étais pas l'impulsivité, pardon. J'ai quand même, ouais, j'ai réfléchi. Puis je faisais mes trucs un peu de mon côté pour préparer le week-end et tout, pour préparer la suite. Mais non. Il se trouve que j'ai mis mon CV sur internet et j'ai contacté Andrea et donc j'aimais bien Eskimos parce que j'étais tombé par hasard sur le site. J'aimais bien le spirit et puis j'envoie Si tu peux rappeler un peu ce que faisait Eskimos, est-ce que Ouais. fait Eskimos toujours Ouais, du coup alors Eskimos, donc c'est une société de référencement naturel, une agence SEO quoi. Et donc nous aussi, hein, on était agence SEO chez iProspect. Et donc C'était un concurrent en fait. Ouais, c'était un concurrent. Ouais, Ok. c'était un concurrent. Petit concurrent. Tout petit parce qu'il était à l'époque, ils étaient 5 à peine dans un bureau de 20 mètres carrés. Donc Contre 200 ou je sais plus combien. ah bah iProspect, ouais, j'ai plus le nom. Enfin, c'est une multinationale. Hein. Ah, ok, c'est d'accord. un groupe japonais en ce Ah oui, moment. ok, Donc, ouais, on est plus que 200 même. ouais, c'est énorme, c'est monstrueux. Enfin, c'était tentaculaire. Eskimos, c'était une brindille, quoi. Et d'ailleurs, Eskimos à l'époque, on a beaucoup travaillé à ce que ça devienne connu, mais à l'époque, personne connaissait Eskimos. Hein. C'est une toute petite société dans un centre d'affaires rue Léo Delibes. Et j'envoie un mail à Andrea pour être recruté. Et lui, si tu veux, il comprend pas. Il me répond, il me dit non, mais attends, qu'est-ce que ferait un CV comme toi chez moi? Je comprends rien. T'as bossé chez Voyage SNCF, L'Aper, MAF. Je comprends pas. Enfin, j'ai pas l'habitude de recevoir des candidatures, voilà. Et moi, je lui dis non, mais écoute, Andrea. Il y a sûrement un truc à faire, tu as un site qui est sympa, il y a un peu de positionnement sur le web, donc c'est toujours bien d'avoir un site qui commence à ranker. Et puis moi, j'ai envie d'un peu d'autre chose. J'ai envie un peu de liberté. Donc si tu me laisses les mains libres, je pense que je peux faire de belles choses avec ta société. Voilà. T'arrivais un peu en mode senior. Ouais, bah j'étais en mode daron, comme on dit chez Ok. les jeunes, avec déjà 2 enfants, je crois. Et Tu voulais mettre la daronne à l'abri. et je voulais mettre la daronne à l'abri, exactement. Et donc du coup, je me dis, bon, on lance ça. Alors, moi, les gens me disaient, mais t'es ouf, garçon, tu rejoins une boîte, tu fais pas d'augmentation de salaire, t'as plus de RTT, t'as plus de tickets restaurant, mais qu'est-ce que tu fais? C'est perdu comme choix. Et Tu répondais quoi ça? bah, je répondais que non, mais qu'en fait, j'étais motivé par quelque chose d'un peu nouveau et que je voyais, je sais pas très bien, ça a bien matché au début avec Andrea et on a été alignés sur le mindset qu'on voulait donner à l'agence. Et lui, si tu veux, il était en plus, il a été assez malin pour relativement s'effacer. Il est venu pendant très longtemps, quasiment toute ma période de CDI, il venait 2 jours par semaine à l'agence, on faisait des points, puis il repartait. Il m'a laissé le contrôle de la boîte, quoi. Donc, et je le remercie pour ça, parce que c'est vrai que c'est une confiance qu'il m'a accordée. Et bon, après, il a bien vu que ça marchait, donc il n'était pas non plus idiot. Il faisait quoi le reste de la semaine? Et ben ça me regarde pas, mais c'était le fondateur de la boîte, mais il travaillait essentiellement sur la comptabilité, sur la communication. Il écrivait beaucoup d'articles pour la société. Ok. Je dis pas qu'il faisait rien les autres jours, mais en tout cas, il n'était pas physiquement au bureau. Et puis moi, on avait chacun nos rôles, donc lui, il était plus là-dessus. Puis moi, j'avais le management des équipes. Alors au début, les équipes, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, T'étais à fond sur l'opérationnel. j'étais directeur de moi-même. Salut. Et donc non, après très rapidement, on a construit cette société. Et puis Et comment tu fais pour concurrencer? Parce que là, tu viens d'une grosse boîte multinationale qui est déjà très implantée sur un marché. Et là, tu arrives avec plus ou moins les mêmes produits, j'imagine. Parce que Ouais. du SEO, c'est du SEO, quelle que soit la personne qui le fait.
Alors, c'est une très bonne question. Comment t'arrives à t'implanter dans un marché qui est déjà un peu... Enfin, je sais pas, je connaissais pas le marché à l'époque. Est-ce que tu peux nous rappeler aussi le marché? Est-ce qu'il y avait déjà des concurrents, des Ouais, petits? Ouais. En quelle année c'était? L'horizon du marché, ouais. Alors, Eskimos était là depuis 2010 et moi je suis arrivé en 2016. Si je dis pas de bêtises, Eskimos avait vivoté pendant 6 ans. Je crois pas qu'il y avait eu d'énormes évolutions, à part peut-être 3 ou 4 recrutements, ce qui est déjà beaucoup dans la vie d'un entrepreneur, mais j'arrive dans une boîte. Et après, le marché était assez mûr, il y avait quand même des gros acteurs qui sont toujours là, Hyperformix, Primelis, SEO.fr, enfin je vais sûrement en oublier, mais il y avait des gros acteurs. Maintenant, il faut reconnaître, la première chose, c'est que le référencement, c'est quand même un métier qui bouge beaucoup en termes de... Enfin, il y a beaucoup de vases communicants au niveau des clients. Les clients, si tu veux, ils font 3 ans dans une agence, ou 2 ans, ou 1 an dans une agence, et puis après, ils testent quelqu'un d'autre. Enfin, il n'y a pas forcément de grande fidélité, à part pour des grands comptes. Comment tu l'expliques ça? Parce que l'expertise est diverse et variée, et que c'est toujours bon d'avoir du sang neuf, en fait. Elles ont raison de faire ça. Le changement. Alors après... moi, j'ai souvent regardé mes comptes tout le temps. Je travaillais pour la MAF quand j'étais chez iProspect et je travaille encore pour eux maintenant parce que, en fait, c'est pas tant que la personne voit qu'il y a des résultats sur mon travail et je les ai mis premiers sur Assurance Auto, sur le mot mutuel. Et bon, il y a un moment où il faut pas forcément tuer la poule aux œufs d'or, mais les clients sont assez quand il n'y a pas assez de résultats, ce qui est souvent en fait voilà, excusez-moi, je reformule, il y a beaucoup d'agences quand même qui vendent du rêve, on va se dire les choses clairement. Donc du coup, une fois que le rêve est éventré, parce que l'argument phare, ce qui n'est pas totalement inventé, c'est que ça met du temps, le référencement naturel. Et donc, du coup, il faut être patient par rapport à ça. Et donc, on attend. Et quand tu as attendu 6 mois et qu'en plus, il n'y a pas de résultat, bah, tu es quand même doublement vénère. Ouais, normal. Donc, en général, si tu n'arrives pas à faire décoller le site, ça tient plus et le client s'en va parce que genre, il en a marre, quoi. Et du coup, tu viens de dire qu'il y avait beaucoup de gens qui vendaient du rêve. Enfin, pour toi, le marché, c'est majoritairement ça ou Ouais. C'est quelque chose qui est très courant, enfin... Bah, tu sais, je dis ça, mais je vais pas me faire d'ennemis non plus. Hein. Ouais, mais j'imagine bien, oui. Mais alors, comment t'expliquer ça? Si tu veux, c'est un métier d'expertise, d'accord? C'est un peu comme quand tu emmènes ta voiture à faire réparer. Si tu as une panne très classique, oui, tout réparateur va te réparer ta voiture. Quand tu as le truc un peu tricky et que comme ta voiture, tu vas pas la changer pour une neuve, pour un oui ou pour un non, il faut trouver le bon mécanicien qui va trouver la bonne pièce à changer. Donc par exemple, sur des mécanismes de pénalité, il faut être assez bon pour trouver la bonne pénalité et la lever, quoi. Donc tout ça pour te dire que sur certaines niches qui sont très concurrentielles ou alors sur des clients qui sont par exemple, l'erreur qui est souvent faite par les agences, c'est de signer des clients qui vont certes payer pendant 6 mois, donc c'est cool, sauf que c'est totalement trop ambitieux. Genre, bonjour, je viens de monter mon site de serrurerie et je voudrais être promis sur le mot serrurier Paris en 3 mois. Bah non, garçon, en fait, c'est juste pas possible, en fait. Personne te fera jamais ça, à moins que tu aies 100 000 euros à allouer à ce projet. Et là, en 6 mois, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, il faut être un peu raisonnable, pas signer n'importe qui. Donc, il y a une combinaison de tellement de facteurs qui fait qu'au final, il y a des gens qui veulent signer à peu près, le commercial va vendre... des paillettes et les paillettes elles sont pas toujours honorées parce que après c'est le consultant qui sort son couteau et qui va faire en sorte que ça fonctionne. Okay. Mais faut-il que la barre soit pas trop haute au départ. Donc du coup là pour récupérer un peu les parts de marché qui étaient prises par les gros sur le secteur à ce moment-là, ça a été quoi votre stratégie pour développer Eskimos? Bah alors justement donc du coup sur Eskimos, donc qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un gros succès? Il y a eu plusieurs facteurs pour moi. Donc d'abord, le site internet en lui-même, moi je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le site internet d'Eskimos fonctionnait bien en termes de ranking. Donc du coup, ça a toujours été un argument commercial de dire, bah voilà, on est promis sur telle requête, blablabla. Et donc forcément, être cordonnier bien chaussé et dire, bah nous on fait du référencement, mais by the way, par rapport aux autres agences, on est premier. Moi j'ai toujours trouvé que c'était un argument massu, quoi. T'as rien à dire là. Donc ça c'est un premier élément qui fait que ça a fini par générer pas mal de clients. Là si on met SEO sur Google, vous êtes premier du coup Non, malheureusement sur comment t'expliquer de réussir
à être toujours premier dans le temps? Eh ben, alors là, il faudrait que je t'explique tout mon métier, ça va être un peu Rapidement, long, rapidement, pour que les gens comprennent. Mais en gros, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que Andrea, il passait énormément de temps sur son site internet à le peaufiner, à ajouter du contenu, à cibler très bien les articles sur des thématiques qui rapportent du trafic. Et il faut reconnaître que là-dessus, il a fait un travail qui était assez excellent. Beaucoup de gens imaginent des choses extraordinaires, mais en réalité, il y a surtout beaucoup de temps et de patience. Hein. Je rappelle que Eskimo, c'est 2010. Donc pendant 6 ans, il s'est rien passé pour Andrea, ou pas grand-chose en tout cas. En tout cas, j'étais pas là pour le voir, on va dire. Et en fait, à force de publier du contenu, en fait, pour te la faire très simple, tu prends n'importe quel site internet, pardon, tu publies tous les mois un vrai contenu travaillé. Tu fais ça pendant 6 ans, je peux te promettre que tu feras beaucoup de trafic au bout de 6 ans. Ok. Voilà, c'est vous pas avez- plus compliqué que ça en fait. Vous avez récolté un peu les lauriers des 6 années passées à. Donc il a récolté les lauriers de ses 6 premières années de labeur où il a bossé sur, par exemple, un truc tout simple, c'est qu'il investissait sur des petits pictos avec des pingouins, machin, par rapport à Eskimos, etc. Donc ces articles étaient un peu jolis, c'est vrai qu'il y avait un peu d'iconographie par rapport à ces articles, les articles étaient assez longs, voilà. Donc du coup, ça fait qu'au bout d'un moment, il y avait un peu de popularité. Alors après, il faisait aussi du netlinking derrière, et il a négocié énormément de partenariats, de liens, etc. Et voilà, tout ça, quand tu fais ça le plus clair de ton temps, forcément, ça paye, quoi. Encore une fois, ça paye forcément pour... quand tu regardes la courbe de trafic estimée par des outils sur n'importe quel n'importe quel site, pardon, tu verras toujours un truc qui grandit, en fait, qui passe de 5 à 10 à 30 à 40 à 50 et il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Quoi. Et du coup, vous avez réussi comme ça, à force d'acharnement, à récupérer un peu les clients de. Alors donc du des coup, grands groupes. la première clé, c'est la position du site. Et après, moi, j'essaie de dire ça avec le plus d'humilité possible, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé avec tous les process hyper structurés d'iProspect. Hein. Ok. Je n'allais pas oublier tout ce que j'avais fait, ça aurait été un peu bête. Donc, ils faisaient des audits sur Word. J'aurais dit, les mecs, on arrête, on va faire des audits sur PPT. J'ai fait ils faisaient la proposition commerciale qu'ils faisaient, leur proposition, elle faisait 90 pages, si tu veux. Donc, Ouais. personne lit une proposition de 90 pages, ça n'existe pas. Donc du coup, j'ai retravaillé les propositions commerciales avec eux pour qu'elles soient plus courtes. J'ai formé le commercial à des techniques de vente pour qu'il soit un peu plus efficient. Alors à mon humble portée, hein, il avait déjà un bon bagou. Mais voilà, je suis allé avec lui en réunion, et puis moi, je pense que j'ai apporté de la stature à la boîte, parce que quand tu vas à un appel d'offres et que tu vois un mec de 40 balais là où Andrea il a 30 ans, c'est sûr que c'est encore plus rassurant, parce que tu vois quelqu'un qui fait plus adulte, en tout cas en termes de stature, avec des enfants, machin, ça se sent dans le discours. La maturité évidemment est pas la même à 30 ans qu'à 40 ans. Je défie n'importe qui de me dire l'inverse, quoi. Donc du coup, si tu veux, voilà, donc il y a eu, je pense, donc le premier point c'était le positionnement. Le deuxième point, je pense que voilà, j'ai apporté à cette boîte un certain nombre de process, de cadrage, de fait qu'on passait les appels d'offres maintenant, et on était retenu, quoi. On arrivait en soutenance. Donc du coup, on arrivait en soutenance, on pouvait défendre notre proposition. Et puis donc moi, j'avais déjà derrière moi 4 ans de SEO intensif. Donc je savais de quoi je parlais déjà à l'époque. Et donc en disant que c'était moi qui allais être sur le compte, que j'allais tout casser, il se retrouvait avec une boîte qui avait un site qui avait fait ses preuves, hein, qui était bien positionné, un mec avec un peu de seniorité en face. Il se disait bon bah pourquoi pas les prendre, quoi. Et puis en fait on a signé des grands comptes comme ça, petit à petit, et puis de fil en aiguille, on a recruté sans quasiment s'arrêter. Et t'as ramené un peu des clients, enfin des comptes que t'avais dans tes entreprises précédentes. Alors, officiellement, non. Ah. Non, en fait, non, en toute simplicité, j'avais la MAF qui m'a suivi. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Je remercie pour sa patience, mais en fait, c'est pas du vol. C'est que le mec, si tu veux, était habitué à moi depuis des années. Et encore une fois, je suis Johan, avec qui on peut parler d'amitié maintenant.
on se connaît bien, et il vient pour mon expertise, il vient pour mon savoir-faire. Alors, il en aura peut-être marre un jour, mais il voulait pas perdre ça, et je le comprends. Donc du coup, c'est le seul client qui m'a suivi d'iProspect, et d'ailleurs il a signé chez moi avant que moi je signe mon contrat de travail. Donc c'est pour dire le niveau de confiance que j'ai donné à Andrea. Et tu crois que d'autres consultants auraient pu faire la même chose ou... Enfin, il a signé chez Eskimos, pardon, avant que je signe mon contrat. Ça n'a pas été très clair. Tu dis quoi, pardon? Est-ce que tu crois que c'était spécifique à toi d'arriver à aller dans une petite agence et recréer un écosystème que tu avais pu voir ailleurs, ou n'importe quel salarié d'une grosse agence de SEO aurait pu faire la même chose? Ah bah moi je pense que n'importe qui peut faire la même chose, si ce n'est que en effet c'est ce que je suis en train de recréer maintenant de zéro, mais n'importe qui peut faire ça. Après il faut d'abord la vie c'est des rencontres, donc il faut avoir quand même un réseau, des gens. Il faut avoir un peu de bagou, il faut un certain nombre de qualités. Donc c'est pas à la portée de n'importe qui, mais c'est à la portée de n'importe qui de volontaire et d'ambitieux et qui a envie de réussir. Mais parce que c'est hyper confortable le CDI, hein. On va pas se mentir, tu reçois ton salaire, t'as ta mutuelle. Moi j'ai plus de mutuelle, on n'a pas de salaire au début quand on est entrepreneur, machin. Donc c'est hyper confortable le CDI. Donc je comprends très bien quelqu'un qui veut un CDI. Sauf que la fausse promesse du CDI, c'est la sûreté de l'emploi. D'accord ? Ça m'a toujours fait marrer. Les mecs, ils disent « Ah, j'ai un CDI, donc on peut pas me virer. » Mais en fait, si, garçon, tu vois, moi, le jour où t'as quelqu'un qui te plaît plus dans une boîte, il y a un moment où tu lui dis « Écoute, soit tu pars et je te donne ce chèque, et tu pars et on reste bons amis, soit tu veux pas et ça va être compliqué pour trouver du travail. » Et en fait, si tu veux... T'as aucun intérêt à rester dans une boîte où t'es plus, entre guillemets, le bienvenu parce que t'as fait des erreurs, des choses comme ça. Le problème, c'est qu'en France, c'est qu'on vire les gens, mais on veut pas les payer. On préfère leur faire de la pression morale et on veut pas leur payer. Si moi je te recrute demain, j'ai fait une erreur, je te donne un chèque. Parce que c'est moi qui fais la connerie. Je t'ai recruté, tu fais pas le job. Donc je paye, je te donne un chèque qui te laisse le temps de te retourner. Et après, derrière, tu retrouveras quelque chose. Mais il faut arrêter de croire que le CDI c'est le Saint Graal, parce que malheureusement, on va bien le voir de nos jours, les jours qui vont venir là, c'est que en réalité, quand une boîte a plus envie de toi, elle trouve des moyens de te faire partir. Et d'ailleurs, respect aux gens qui restent dans une boîte alors qu'entre guillemets, tout le monde veut les voir partir. Alors si c'est injuste et tout ça, si c'est pour des causes qui sont, je rentre pas dans des débats éternels, bien sûr, mais je parle du cas de figure où t'as fait ton temps, t'as fait ton temps et c'est triste, mais la vie n'est qu'une éternelle suite de choses qui changent et on peut pas rester accroché à un truc tout le temps, quoi. C'est comme ça. Et du coup, pour revenir un peu sur ce que tu dis sur le fait de changer un peu d'air à chaque fois, de se renouveler, du coup tu restes chez Eskimos pendant combien de temps Ouais, alors je vais rester 4 ans, c'est ça 4 ans chez Eskimos et on va passer de 20 mètres carrés à 1000 mètres carrés. C'est pas mal à Boulogne, donc moi du coup les choses vont aller très vite pour moi. Je vais travailler comme un bœuf pendant 4 ans. Mon équipe va passer à 50 personnes. Je vais me concentrer sur la formation externe, interne, le management, le pilotage des projets, la qualité. T'es directeur général, c'est ça? Ouais, je suis devenu à terme DG de la société. Je me suis énormément impliqué et donc j'ai pas vu ces 4 années passer. Je les ai pas vues passer. Et c'était super, hein. J'ai travaillé à fond. Il y a eu de la confiance de la part d'Andrea et les équipes ont été extraordinaires. Moi, je travaille avec des gens. Alors, je les ai recrutés pour la plupart. Donc, t'avais choisi tes armes. Ouais, j'ai un peu choisi mes équipes, mais j'ai recruté des gens avec qui je prends encore des verres souvent et pour certains. Hein, et bon, je suis parti il y a pas longtemps, donc pour ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas à me contacter. Mais non, mais je n'ai que des bons souvenirs par rapport à ça. Et en fait, voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, un fonds d'investissement va arriver chez Eskimos. Du coup, maintenant, c'était l'été dernier, donc maintenant, c'est totalement public. Et donc, Andrea va forcément m'en parler en me disant, voilà, Emmanuel, il y a un fonds d'investissement qui arrive, etc. Donc, ça a tel et tel impact. Et si tu veux, quand moi, je lève la tête, au bout de 4 ans, la boîte qui faisait 20 mètres carrés avec 3 personnes faisait un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros. Voilà. Et moi j'avais pas de part dans la boîte et j'étais un peu à fond. Voilà, et quand je lève la tête, je dis à Andrea, waouh, putain, c'est incroyable et tout ça.
Et en fait, du coup, je discute avec lui de la suite et voilà, on s'est pas entendu sur, parce qu'en fait, quand un fonds arrive, évidemment, il veut refaire x4 sur la valeur de la boîte. Il attend une rentabilité. Il attend la rentabilité. Il fait les fonds d'investissement, l'élever, c'est pas pour te faire plaisir, c'est pas pour que tu puisses aller plus souvent à Ibiza, c'est vraiment pour que tu fasses générer plus d'argent pour les gens qui travaillent pour le fonds, etc. Et donc moi j'étais ni aligné sur la politique qui allait être menée, et puis j'avais envie d'autre chose. J'étais pas forcément sur ce qu'avait été le bilan, à la fois le bilan de ce qui s'était accompli et ce qui allait être donné. Voilà, on n'était pas en phase. Et moi, j'avais pas envie de partir en croisade contre Andrea. J'avais trop de choses à faire encore dans ma vie. Donc j'ai dit ok, bah écoute, on va pas se prendre la tête, je vais quitter le navire et bon courage, et puisque tu penses y arriver tout seul, et j'espère que ça va marcher, et moi je vais monter autre chose, et puis on restera en contact gentiment. Ok. Et du coup sur les 4 années que tu as eues, c'était quoi les recettes magiques pour passer du 20 mètres carrés au 1000 mètres carrés? Comment t'as fait? Ça a l'air facile. C'était quoi comme ça, les étapes? Parce que si t'étais DG et chef des opérations, ça veut dire que l'opérationnel c'était toi. Et comment est-ce qu'on fait quand on est chef et qu'on a les manettes pour faire fois 1000? Je vais essayer d'être le plus concis possible. En gros, si tu veux, il y avait plusieurs éléments de recettes. Donc les premières recettes que j'ai citées, je les répète pas. Le site fonctionnait assez bien. Les process étaient mis en place. Et donc, j'ai tout de suite pensé des process scalables. C'est-à-dire que quand tu mets en place des choses dans ta boîte, au début, ça te coûte un peu cher, mais ça fait que quand tu montes en nombre de salariés, en tâches à faire, en choses à faire, et très vite, tu es capable de tenir la charge. Et ça, c'est pas quand tu es dans le jus qu'il faut réfléchir à prendre des nouveaux services ou à tout révolutionner. Donc, j'avais beaucoup travaillé au socle de la société en vue d'un éventuel succès. Donc, on avait fait un certain nombre d'investissements par rapport à ça. Deuxième, donc il y a le positionnement, le process qui est à réfléchir. Tu réfléchis. Moi, on en parlera à la fin, mais dans ma structure actuelle, tout est automatisé. C'est-à-dire que du prospect jusqu'à la génération d'un contrat, jusqu'à ça arrive à un consultant, même un certain nombre de vérifications que tu disais un peu chiantes tout à l'heure. La checklist, elle est faite en partie automatiquement par un robot aujourd'hui, chez moi. Et donc ça, c'est un deuxième élément. C'est vraiment le socle, le roc de ta boîte. Je l'avais assez pensé. Troisième socle, tes équipes. Alors moi, j'ai tout de suite, ce que je disais tout à l'heure, eu la volonté de me dire, je vais faire confiance un maximum à mes équipes. Et donc, du coup, quand je recrutais quelqu'un, je disais, écoute, ton salaire, c'est ça. Et donc, on était globalement d'accord sur le salaire. Et puis, je lui disais, écoute, je vais te donner 2 choses en plus que tu ne trouveras nulle part ailleurs ou assez peu. La première chose que tu vas trouver en plus, c'est qu'au-dessus d'un certain chiffre d'affaires, je vais te donner 10%. Donc, tu vas gagner plus. Si tu travailles plus, tu vas gagner plus. Donc, en gros, je disais aux gars, si tu bosses jusqu'à telle limite, qui est une limite totalement atteignable, tu seras payé normalement. On se serre la main, je te donne, je sais pas, 30K par exemple, et on est d'accord que tu dois générer tant de chiffre d'affaires pour 30K. Pour des clients. Pour des clients, voilà, pour des clients. Maintenant, si toi, tu t'énerves, tu vois, toi, tu as envie de travailler un peu plus fort, tu as envie de rester le soir, parce que je sais pas, tu n'as pas d'enfant, tu as le temps, j'en sais rien, pour une raison qui t'appartient, et tu gères pas 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais 15 000, tu vois, tu vas prendre 10% de tout ce qu'il y a au-dessus de 10 000. Donc, tu vas gagner plus tout de suite, tu auras des primes mensuelles, et en fait, avec ce mécanisme, tu pouvais passer, par exemple, d'un fixe de 30 à très vite 36, 37, 40, quoi. Et ça dépendait pas des clients. C'était non. Pas... Enfin, si, ça dépend. Forcément, on se dit qu'un France Télé doit être plus simple qu'un... alors ça dépend, faux. C'est la loterie. En fait, là où tu as raison, c'est que si tu tombes sur un client très chiant, très... il en est où, mon édite? Attendez, on vient de signer le bon de commande, monsieur. Je n'ai pas commencé. Ça arrive. Donc là, évidemment, il y a une notion de loterie sur la capacité d'un de tes clients à être plutôt sympa ou pas. Nous, on n'a que des clients sympas. Mais après, voilà. Mais ça, c'est quand même un peu psy comme dans la vie, tu vois. Tu peux mal tomber, tu peux avoir quelqu'un qui t'insulte dans le métro, c'est la vie. Mais quelque part, globalement, tout le monde était à même truc. Après, oui, t'as des mecs qui avaient
pour certains des pools très cool de clients plutôt. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir 5 clients qui mettent tous les 5 3 000 euros par mois que d'avoir 12 clients qui mettent chacun 800 euros. Quoi. Ouais, c'est ça. Plus facile à gérer. Ouais. Voilà. Et du coup, en termes de recrutement, c'est quoi le premier poste que tu as recruté? Alors, je finis juste sur, Ouais, vas-y, ouais. le deuxième point, Ouais. parce que sinon les auditeurs Ok, vont dire ouais. les chiants, ils commencent ses idées, ils ne finissent pas. Alors, je finis juste sur le deuxième point et après je réponds à ta question. Et donc, le deuxième point que je disais, tu vas trouver chez nous, c'est énormément de bienveillance. Moi, si je te recrute, bah, entre guillemets, je ferai en sorte d'être à l'écoute de tes besoins, de tes irritants. J'appelais ça des irritants là-bas. Mon idée, c'était vraiment de proposer aux gens de l'autonomie, par exemple. Tu vois, quand quelqu'un venait me voir en me disant bonjour, dites patron, chef, j'ai un rendez-vous de médecin à 15h, est-ce que je peux y aller? Bah ouais mec, je sais pas, c'est quoi ta question? Est-ce que tu peux aller chez le médecin? Bah oui, tu peux aller chez le médecin. Non mais c'est pas ma vie, je suis pas ton papa, je vais pas regarder à quelle heure t'arrives, à quelle heure tu pars quoi. Tu vois, si t'arrives à 11h et que tu repars à 15h, c'est qu'on a un problème, donc oui, on va devoir parler, mais globalement, tu gères ton temps quoi. Si tu pars à 17h, débrouille-toi pour arriver un peu plus tôt la veille quoi. Et Donc, tu recrutais que des personnes qui en avaient déjà fait ou tu devais aussi les former? du SEO, Ouais, en général, ils avaient une base mais qui était assez faible ok. pour la plupart. Et du coup, quand t'es à 5, enfin vous étiez combien au début? 5. Ouais. Il y avait quoi dans l'équipe? Il y avait il y avait 2 gars, les gens s'y tenaient, il y avait on avait une personne qui est sur le contenu, qui s'appelait Nathalie, on avait 2 autres consultants mais que j'ai beaucoup formés. Je me rappelle encore du consultant, un des 2 consultants qui était un peu plus costaud et qui me disait c'est cool que tu viennes parce qu'on n'arrêtait pas de me poser des questions qu'à moi, je me voyais un peu comme le socle ultime, et en fait au final je peux me reposer sur toi maintenant, c'est quand même agréable. Ok, donc il y avait 3 opérationnels. Ouais, il y avait 3 opérationnels, il y avait Andrea et moi et un commercial. Ok, et du coup là ton premier recrutement c'est quoi? Dans 20 mètres carrés. Ouh, pardon. Et mon premier recrutement, après on a recruté que des consultants SEO. Ok, pas de sales. Et pas après plus tard des sales, mais Ok. bien plus tard. Toi tu referais la même chose là, enfin là tu relances une activité. Le plus important pour toi c'est d'avoir des opérationnels en premier ou des sales qui t'amènent du deal? Un peu des deux. Nous, on est dans un cas particulier où moi, j'ai une traction de réseau qui est assez forte, et donc je suis obligé d'avoir un sales tout de suite, là où je pourrais faire le job moi-même. Mais on a trop de deals rentrants, et donc du coup, j'ai un sales pour ça. Mais le plus important, c'est la connaissance, quoi. Ok, Voilà. donc là si jamais tu devais monter une nouvelle boîte qui a aucun rapport avec ce que tu fais maintenant, ça serait... C'est le cas. Ah non, pas aucun rapport, mais qui a aucun rapport. Ouais, si tu devais redémarrer de zéro maintenant. Alors c'est ce que je fais d'ailleurs, donc je vais pouvoir Ça répondre tombe facilement à la bien. question. Mais en fait, donc en effet, c'est une bonne question parce que du coup, on va voir si la recette prend 2 fois. Pression. Vous voyez à la taille de mes locaux que c'est quand même bien parti. Ouais, c'est un bon début. Hein. 150 mètres carrés à Saint-Lazare, c'est bien. Non, plus globalement, alors. Justement, je vais reprendre un peu moi ce que je remets en place pour la croissance de succès. Donc du coup sur Applix que je suis en train de créer en ce moment, moi je veux pas faire la même chose qu'Eskimos. Je suis même pas sûr qu'on va se retrouver en appel d'offres en face, parce que je suis pas parti pour faire la même chose, sinon je serais resté en fait. Je suis parti pour faire différent, pour faire en termes de quali quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus quali, beaucoup plus centré sur le client. Mais faites toujours du SEO là. Et toujours du référencement. Ouais, Moi, ok. j'essaye d'être un peu... Alors, j'essaye d'être un tout petit peu agnostique du levier, c'est-à-dire que quand j'écoute le besoin d'un client, maintenant j'ai suffisamment d'expérience pour me dire, bah écoute, de ce que tu m'expliques, il te faut, je sais pas, du Facebook ou du référencement payant, donc on va te mettre sur telle entité, mais moi, à proprement parler, je vais pas être ta pièce maîtresse, parce que c'est plus le SEO, mon dada. Donc j'essaie d'être un tout petit peu agnostique du métier, mais je reste dans une société d'acquisition. Mes clients viennent pour gagner plus d'argent. Voilà. C'est pour ça qu'on s'en fout de Google en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est gagner plus d'argent. Et donc les recettes du succès, c'est quoi? Donc du coup, je vais les reciter, hein, parce que je vais pas vous dire un truc pour pas faire la même chose. Donc
Bon, le site internet, moi, il est naissant, donc il peut pas tout de suite être premier sur des grandes requêtes, mais j'arrive. Mais ça viendra à terme. En tout cas, il se voudra évidemment bien fait, aussi possible que faire se peut, bien construit, blablabla. Deuxième recette magique dont tu parlais tout à l'heure, ça va être le fait d'avoir des process très très huilés. Donc en gros, et ça même chez Eskimo je l'avais pas fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle Pipedrive sur lequel je rentre mes leads. Quand ils sont signés, donc je le mets en sign machin, automatiquement ça me génère un document DocuSign où le contrat va être généré, il n'y aura plus que le client fasse une signature électronique. Quand la signature électronique est reçue, ça va générer un bordereau dans QuickBooks sur lequel je vais avoir du coup la compta qui va recevoir des éléments de facturation, CEPA, etc. Et dans notre document, notre outil après de gestion de projet, je vais avoir une nouvelle entrée en disant tiens, voilà, on vient de signer Sushi Shop, on aimerait bien que vous puissiez prendre ce client. Donc c'est moi en tant que responsable d'équipe maintenant, parce qu'on a déjà 3 consultants SEO qui bossent pour nous. Je l'affecte comme ça à mes consultants et on a même on cherche du monde d'ailleurs si ça intéresse. Mais et voilà. Donc deuxième recette, c'est un process très huilé avec on a une proposition commerciale qui est extrêmement puissante. Sur Slide, Google Slide, donc tout est en ligne. Enfin, moi, je vous dis, quand j'en parle, j'ai des palpitations tellement que je suis heureux de faire un truc aussi automatisé, aussi énervé, aussi puissant. Et en gros, personne passe du temps sur l'administratif chez Applix. Donc ça, c'est juste énorme. Troisième élément, la seniorité. La seniorité, c'est un de mes arguments de vente. C'est-à-dire qu'en gros, je n'embauche que des gens seniors. Là où chez Eskimos, on embauchait pas mal de juniors à 30K, ce qui est très bien, mais sauf que voilà, moi je mets un petit peu plus de budget en termes de recrutement pour me permettre derrière d'avoir une seniorité plus importante pour mes clients. Donc je le propose et je dis voilà, si vous venez chez nous, vous aurez forcément un consultant senior qui va travailler pour vous. Donc ça c'est top. Quatrième recette magique, c'est que maintenant j'en ai marre du bullshit en fait. Et donc on parlait tout à l'heure des vendeurs de rêves. Moi je trouve que il est temps qu'une agence arrive et casse un peu le marché. On va l'ubériser un peu en proposant vraiment des prix qui soient transparents. Moi, ça m'est arrivé de vivre des clients qui achetaient un lien 400 €, un lien externe, un article sur tel site, et nous, on l'avait acheté 30 €, toi. Non, c'est pas... Moi, je veux plus ça. En gros, je veux plus ça. Maintenant, il y a des plateformes qui font très bien le travail sur ce genre de métier. J'ai des clients qui passent en direct avec la plateforme, et puis moi, j'ai juste un rôle je prends un pourcentage sur la globalité des fees, mais comme apporteur d'affaires. Ouais, non, pas comme apporteur d'affaires, mais parce que je dis voilà, je sais pas si tu achètes 3000 € de lien, je te prends 10% parce que je vais regarder si c'est bien fait, machin, je vais passer du temps, donc il faut que ce soit rémunéré, ça c'est normal, mais je te prends pas 400%, je te prends 10%, c'est différent. Donc il y a une volonté de transparence vis-à-vis. Par exemple, un autre exemple que je te donne concret, c'est que on fait plus de PPT. On travaille uniquement sur Trello. Je ne sais pas si vous connaissez Trello un petit peu, mais Trello, c'est un outil pour ceux qui ne connaissent pas, où on a tout c'est un outil de gestion de projet, où tu mets tes cartes, tu mets tes recommandations. Enfin, c'est pas du slide, c'est vraiment du concret. Donc, tu livres à ton client des choses très concrètes avec des recommandations applicables immédiatement. Et moi, voilà, les PPT où en gros, tu lis 50% de votre trafic, nanana, donc ok, fine, mais on fait quoi? Et donc sur du Trello, les gens ne payent plus pour de la mise en forme PowerPoint, les gens payent uniquement pour de l'analyse et de la restitution dans Trello. Donc ça, c'est une façon de dire à mon marché, moi, je vous paye que pour du concret, en fait, que pour de l'analyse, et l'analyse, elle va être à nu. Il n'y aura que l'applicable, que la recommandation, il n'y aura pas de slide bullshit pour faire du volume. Tu montres tes résultats sur Trello du coup? Ouais, sur Trello, je sais pas les résultats. Enfin, la restitution est sous Trello. C'est marrant, Par exemple, tu vois, temps de chargement, je vais mettre un screenshot des temps de chargement, je vais mettre les recos dans Trello, les pièces jointes. Et l'avantage de Trello, c'est que du coup, le développeur peut prendre la carte. Ah tiens, je prends ce point-là, je vais m'en occuper. Donc il va échanger avec nous. Telle page sémantiquement, telle page, elle est en 404 alors qu'il y a 5 liens externes qui pointent vers elle. Il faudrait la rediriger vers la homepage. Boum, très bien, je prends le point. En fait, tu vois, on est tout de suite dans l'opérationnel. Donc il y a cette volonté de zéro bullshit.
Et mon dernier point qui est aussi très important pour moi, c'est qu'on a une R&D et des tests qu'on met en place qui fait j'ai la chance de travailler avec des acteurs du marché monstrueux comme OnCrawl, comme Udot. Alors ça parlera peut-être pas au commun des mortels, mais ça parle aux gens de mon métier. Et en fait, sans rentrer dans les détails, voilà, c'est des gens qui sont très très installés technologiquement parlant dans le référencement naturel notamment. Et je travaille de façon très rapprochée avec eux sur la R&D. Et donc aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, on a un outil qui est capable de faire de la prédiction de ranking. C'est-à-dire que c'est pas bien, non, ça va. On a un outil qui est capable de faire de la prédiction de ranking, c'est-à-dire que pour une niche donnée, on met tous les concurrents, le site internet du client, on met plein de mots-clés, on mélange, je fais simple, et avec du machine learning, on est capable de dire le facteur de ranking le plus important, c'est le maillage interne. Après, c'est les temps de chargement. On est capable de faire une priorisation basée sur de l'algorithme informatique, sur de l'intelligence artificielle. Alors, je vous dis ça me dépasse un peu parce que je suis pas data scientist et ça fait longtemps que j'ai pas fait de développement. Mais en gros, maintenant, vous savez, on est capable d'entraîner un algorithme, un code, pour ne plus se tromper. On va lui montrer 15 fois des chats, il va dire ça c'est un chien, non, c'est un chat, et pour le moment, il fera plus d'erreurs. Là, c'est pareil, on lui donne toutes les choses importantes pour Google, les liens internes, les temps de chargement, le nombre de mots, blablabla. Et il s'entraîne. Il dit, moi, de ce que je vois sur Google, le plus important, c'est ça en premier. Et ça, c'est la R&D, c'est unique. Personne ne fait ça sur le marché. Et on va être les premiers à posséder ça. On fait ça uniquement pour des clients restreints et on a des résultats de ouf. Et donc, l'expertise est très importante pour nous. Moi, la question que j'avais, c'était est-ce que ce no bullshit apporte plus de résultats pour les clients ou c'est juste une façon de travailler qui est différente? Ah ouais, beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que en fait, on perd pas de temps. Voilà, c'est ça exactement. C'est qu'on se concentre sur l'essentiel et donc on peut plus se cacher en fait. Tu vois, le no bullshit, c'est que quand tu as un gros PPT qui fait 90 pages, l'avantage que tu as avec ce genre de truc, c'est que ton client, il en peut plus à la fin. Oui, il abandonne. Ouais. Ah, il va pas te défoncer parce qu'en fait, juste il a envie que tu te taises et que tu passes à autre chose. Et puis parfois, c'est pas son argent. Hein, ça peut être la société dans laquelle il travaille. Donc il va lâcher l'affaire et toi, tu as gagné. Et la société, elle embauche l'argent et tout le monde est content. Moi, c'est plus ma façon de travailler. Ça. C'est vraiment, j'ai une vraie volonté de proposer un truc le plus qualitatif possible et de proposer vraiment la quintessence de ma connaissance pour mes clients. Et je rajouterai une dernière arc à décocher une dernière flèche, c'est de dire que on ajoute pour notre offre, on a des développeurs qui sont juste là. Je suis désolé qu'on fait un peu de bruit tout à l'heure. On a des consultants UX. Donc c'est la user experience, c'est tous des vrais consultants UX. On a des consultants CRO, donc CRO c'est Conversion Rate Optimization, ça va être l'optimisation de la conversion. Donc ça veut dire comment je peux, tu sais, parfois par exemple, sur un site tu mets le bouton en rouge, tu vas faire 2 fois plus de conversion parce que le bouton tu le vois mieux, blablabla. Donc parfois il y a des choses très simples que tu peux faire en A/B testing. Et donc nous on a à notre offre en interne, par exemple pour Sushi Shop, donc qui est un de nos clients. On a fait une offre globale, c'est-à-dire qu'à la fois on leur fait du référencement, mais on fait aussi tous les devs qui sont derrière. Donc en fait, c'est énorme. Ils ont juste à signer un bon de commande et ils ont le consultant UX, ils ont un expert CRO, ils ont les devs et tout ça c'est en interne. Donc moi je peux pas me cacher en disant oui mais les développeurs ils ont pas mis en place nos recommandations. Mais en fait je peux pas faire ça parce que c'est mes développeurs en fait. Donc ça va être compliqué pour moi de dire non désolé ils n'ont pas fait le taf. C'est souvent un truc sur lequel derrière les consultants se cachent en disant oui vous n'avez pas mis en place mes recommandations, c'est pour ça que ça marche pas. Mais moi ça c'est une excuse qui marche pas en fait, parce que si les consultants, si les développeurs ils ont pas mis en place tes recos, c'est que tu les as juste pas assez saoulés pour que ça avance quoi. Nous on parle rarement de nous dans ce podcast, mais là je trouve que c'est assez pertinent. Nous on est très jeunes et là tu viens de dire que tu misais sur la seniorité. Nous, on est aussi dans le digital avec un cabinet de conseil qui a le modèle d'une agence, qui est sur de la partie plus payante. Ce qui fait vraiment la différence sur le contenu et sur l'expertise sur les nouvelles plateformes, c'est notre jeunesse. Du coup, est-ce que tu dirais que sur tout le reste, hors SEO, c'est plus des jeunes ou au contraire que c'est encore la seniorité qui doit primer? Non, c'est pire que ça. C'est que je pense que
tu as dit tout à l'heure recette magique, mais en vrai, malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Si j'avais le secret d'une recette vraiment magique qui fonctionne à tous les coups. Donc en fait, je pense que, pour répondre à ta question, je pense que la jeunesse peut être une force. Carrément, parce que tu vas être plus nerveux que moi, tu vas plus avoir faim de réussir, et là où moi, je vais être peut-être, je vais avoir une gestion de famille, des trucs tout con, hein, je vais avoir une famille à gérer le soir, et que je vais aussi pas pouvoir continuer à bosser, alors que toi, à minuit, tu es toujours comme moi à l'époque, à ton âge, à fond. Donc la jeunesse et l'énergie que tu mets est bien évidemment un point crucial dans la réussite de ton projet. Tu sais, si je devais résumer une clé du succès, c'est jamais lâcher, tu vois. Jamais lâcher. Tu vois, que tu sois jeune, vieux, que tu fasses de la R&D, des PowerPoint ou pas, tout ça, c'est de la cosmétique, mais c'est important. Moi, c'est des choses qui ont été pour moi des facteurs de succès. Mais par exemple, un autre facteur de succès qui, pour le coup, globalement est accepté, c'est de ne pas monter un business seul. Il a été montré qu'être seul dans un business, c'est compliqué. Je suis pas sûr que Andrea, il serait arrivé s'il avait été tout seul du début jusqu'à la fin. Le fait d'avoir un binôme ou plus, faut pas être trop nombreux non plus, mais ça montre que les business sont successful. Donc non, c'est génial, votre jeunesse, juste de la volonté, ça c'est quand même le mindset numéro 1, quoi. Mais sans bullshit, pour les clients, par contre, tu préconises plus des seniors ou des jeunes pour faire quoi? Du SEO. Ah bah, des seniors, pour le coup, je dois reconnaître, parce que dans le référencement naturel, il y a vraiment une question d'entraînement et d'expérience. Et pour du SEA? Pareil. Pareil. Ouais, pareil. En fait, ici, si tu veux, on parle de métier d'expertise. Alors, il y a souvent, quand on fait appel à un prestataire, il y a souvent une notion d'expertise derrière. Mais par exemple, en graphiste, je pense que tu peux avoir un mec très bon qui sort d'école. En codage, je pense que moi j'ai vu des mecs qui sortaient d'école, mais c'était des dieux, les mecs. Ils étaient juste super bons, tu vois, parce qu'ils avaient le mindset. Je sais pas comment te dire, mais ils étaient très forts. Donc, tout résumer à une notion de seniorité serait pas juste, à mon sens. Maintenant, sur des métiers comme le SEO, qui sont basés sur des tests et des heures de lecture sur ce que raconte Twitter, sur ce que racontent les pontes dans le secteur, moi, je passe un temps dingue dans les conférences à discuter avec des cadors du métier, des chefs d'autres boîtes avec qui on est copains, en fait, avec qui on a des discussions. Moi, j'ai discuté avec le boss de Primelis il y a pas longtemps, qui est un mec charmant, avec qui voilà, on a discuté. On n'est pas là pour se tirer dessus. Donc non, la seniorité, oui, est important dans un certain nombre de cas. Si tu veux que j'aille dans ton sens, c'est qu'à un moment où toi, dans votre business, je dirais qu'à un moment qui est important, c'est que après, le fait d'avoir un peu d'assise, le fait d'être un peu posé, de pas paraître trop jeune, je pense que la jeunesse, en tout cas apparente, peut de temps en temps jouer un peu contre soi, parce que forcément, quand tu vas signer un contrat avec quelqu'un, t'as pas envie d'avoir un gamin qui va gérer ton argent. Ouais. Tu vas avoir un mec un peu solide. Donc je pense que demain, la seniorité, ça peut passer par avoir un col, tu vois, être bien coiffé, même genre des lunettes, limite tu vas te faire pousser un peu la barbe. Voilà, c'est des trucs tout cons, mais ça peut asseoir un peu, hein, parce que sinon tu peux tomber dans le piège vis-à-vis des autres, du gars qui va te juger sur un délit de faciès, en fait, c'est un gamin. Le mec, tu dis ça pourquoi? Tu sais pas ce qu'il vaut, tu sais pas ce qu'il donne. Mais on peut pas lutter contre quelqu'un qui a un a priori. Donc, pour essayer d'endiguer un tout petit peu un éventuel a priori initial, il y a des choses très simples qu'on peut faire sur l'habillement, sur soit être bien rasé ou soit avoir une barbe, et ce qui va donner l'impression d'une certaine carrure, stature, qui peut t'aider, toi, dans ton business, à mieux signer. Ok, trop cool. Ouais, il faut adopter les codes en fait. Ouais, je pense qu'il faut aussi être malin en fait. Il faut être malin, adopter les codes et te mettre à la place de ton client, dire pourquoi je signerais avec moi-même. Ouais. Hein, qu'est-ce qui fait que chez moi il y a un truc qui me ferait non, j'y vais pas, quoi. Et ce truc-là, faut le corriger. Tu vois, c'est très cool d'être sportwear, d'être en basket, etc. Mais dès que tu parles avec un client sur un contrat un peu lourd, un client qui a de l'argent, si en face de toi il est en costard, t'as déjà perdu, quoi. Il y a beaucoup de chances pour que ce soit un peu compliqué. Moi, je me battais avec mes consultants de temps en temps sur l'habit,
quand on allait en appel d'offres, je disais aux gars, tu viens avec un col, quoi. C'était un peu les clichés des informaticiens Ouais, un peu geeks. ou des agences, tu sais. Ouais. Voilà. Ok. Donc voilà, non, mais c'est magnifique ce métier. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais par contre, voilà, le fait de vouloir, de vouloir mourir ce qu'on veut et s'accrocher à fond, ça fait souvent la différence quand même. Ok. Bah, du coup, moi, j'aurais une dernière question. Pour toi, Emmanuel. On a vu que tout au long de ton expérience, tu as suivi plutôt la même ligne directrice. Mais pour toi, genre vraiment, grandir, ça veut dire quoi en fait? Question difficile, hein. Les dernières questions, c'est toujours les plus dures, j'ai remarqué. Des questions qui font réfléchir un peu. C'est ça. Écoute, pour moi, grandir, si tu veux, c'est le moment où, pour moi, dans ta tête, tu te détaches du regard des autres. Et le premier regard sur lequel il faut se détacher, c'est tes parents. Les parents, c'est ceux qui conseillent le moins bien pour ta carrière professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'ils projettent sur toi une certaine sécurité financière tout à fait normale, hein, mais qui va pas forcément dans le sens de ce que toi, tu as envie de faire, ce qui te fait vibrer, en fait. Tu vois, Christian Clavier, il a choisi d'être acteur, et je crois que de mémoire, ses parents n'étaient pas fans. Il y a pas mal de gens comme ça qui sont connus maintenant. Et quand on leur a dit, je vais tout quitter pour rejoindre le Splendide, moyen la famille. Donc, se détacher dans un premier temps du regard des gens. Tu l'as vécu, toi, cet épisode avec tes parents? Ouais, moi je l'ai vécu où je me suis rendu compte du poids que pouvait avoir la vie de mes parents. Et on a toujours envie de reconnaissance. Et c'est vrai que je me suis dit un jour, voilà, il faut que je vive pour moi, il faut que j'avance, etc. Et moi, je l'ai surtout percuté. J'ai perdu mon papa il y a 4 ans maintenant. Et j'ai eu ce déclic de me dire, waouh, entre guillemets, c'est moi le prochain. Donc, on y va, quoi. Et il faut pas perdre de temps parce que, et tu vois, c'était ce déclic c'est sur toi, en fait, repose les choses. En fait, très souvent, tu sais, quand les gens râlent, ah, machin, il m'a fait ci, machin. Et t'as envie, enfin, tu pourrais aussi leur dire, mais mec, c'est lui qui est responsable de ton bonheur. C'est ce mec-là c'est en fonction de ce qu'il dit ou ce qu'il dit pas, que t'es heureux ou que t'es pas heureux. C'est chiant. C'est chiant. Moi, j'ai pas, et donc, grandir, c'est aussi, ne pas aussi s'attacher à des gens autour, parce que malheureusement, moi je vois ça avec les enfants qui sont à l'école. T'as toujours un gamin pour te dire que t'es nul parce que t'as un cours de rattrapage et pas lui. T'as toujours des gens pour être un peu mauvais, etc. Et donc, si tu veux, moi, même si je pourrais, si tu veux, avoir un ressenti un peu amer par rapport à ce qui s'est passé chez Eskimos, si tu veux, j'ai choisi de passer à autre chose et d'avancer et pas regarder dans le passé, là où j'aurais pu chercher des poux, mais c'était pas du tout dans ma volonté. Je lui ai dit quasiment en rentrant dans la boîte que le jour où ça le faisait pas, ça le ferait plus, je partirais. Et je pense que ça, c'est grandir en fait. Je pense que ça, c'est grandir, c'est passer à autre chose et pas s'attacher à. Tu sais, dans la vie, t'as des trucs qui réussissent, t'as des trucs qui réussissent pas. Et c'est la vie de chacun. Tu vas te planter dans ce que tu fais, dans ce que tu feras dans le futur. Donc, je trouve que c'est magnifique, pour conclure, je trouve que c'est magnifique le jour où tu arrives à ce que les gens ne soient pas responsables de ton bonheur, tu vois. Genre, quand t'es fâché, vénère pour un truc, bah t'es vénère contre toi. T'es pas vénère parce que le métro, il est en retard, t'es pas vénère parce qu'il fait pas beau, tu vois. C'est ton mindset, il doit pas subir le temps... la rage des gens, voilà, c'est genre, c'est pour moi un peu le secret du bonheur, quoi. Ok, trop cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie, avec grand plaisir. Donc on est ravis on va suivre tes aventures avec intérêt pour ton nouvelle entreprise. On doit aller sur quel site ? Alors il y a edv.fr, emmanueldevaumorey.fr et puis uplix.fr qui le site arrive lundi. On est en train de tout régler, on a priorisé nos clients qui sont déjà nombreux. On travaille pour Courchevel, on travaille pour Sushi Shop, on a déjà des belles refs. Donc évidemment, on a priorisé le travail pour eux plutôt que faire des sites internet pour nous. Mais voilà, tout ça, c'est en train de... Mais suivez-moi avec plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn aussi. Je vais partager des énormes études monstrueuses avec UDOT, des choses complètement inédites. Basé sur des années d'expérience, donc n'hésitez pas à we keep in touch, avec grand plaisir. Ok, trop cool. En tout cas, merci beaucoup et on était ravis de te rencontrer aujourd'hui. Ouais, et on se retrouve pour un prochain épisode la prochaine fois. Salut. Merci, salut.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que normalement vous avez apprécié l'épisode. Je vous invite donc à partager ce podcast à vos amis ou à votre mamie, à nous laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous faire ressortir dans les classements. N'hésitez pas à me laisser un petit mot à hello@novligny.com et si vous voulez développer votre côté digital et innovant, notre équipe se fera un plaisir de vous aider. C'était Vincent Dallot pour Gross Up et je vous embrasse.